aussi. Là. Oui, oui. Alors, bonjour et bienvenue à cet entretien, à cette entrevue avec Jacques Tardif, professeur titulaire au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Alors, avant de m'entretenir avec Jacques Tardif, j'aimerais vous le présenter brièvement. Alors, Jacques Tardif a complété des études doctorales en psychologie de l'éducation à l'Université de Montréal et des études postdoctorales à l'Université de Californie à Berkeley. Il est présentement président de l'Association internationale de pédagogie universitaire et professeur titulaire, comme je l'ai dit, au département de pédagogie de la Faculté d'éducation. En plus de publier régulièrement des articles dans différentes revues, il est l'auteur de 3 livres qui ont exercé une certaine influence sur les pratiques pédagogiques et évaluatives dans les milieux scolaires francophones. Alors, plusieurs connaissent pour un enseignement stratégique l'apport de la psychologie cognitive, aussi l'intégration des technologies de l'information et de la communication, quel cadre pédagogique, et enfin le transfert des apprentissages. Il prépare actuellement un livre sur l'évaluation des compétences dans des contextes de professionnalisation en milieu post-secondaire. Dans ses activités d'enseignement, Jacques Tardif intervient surtout dans la formation continue des professeurs d'université. Ses activités de formation portent entre autres sur la dynamique de l'apprentissage, du transfert des apprentissages et de la motivation scolaire. De plus, il intervient dans différents milieux scolaires sur la planification et la mise en œuvre de pratiques pédagogiques et évaluatives qui donnent la priorité au développement de compétences. Jacques Tardif agit également à titre d'évaluateur ou de consultant auprès de divers organismes dans différents pays francophones. Il a entre autres été membre du groupe d'experts externes chargé d'évaluer la rénovation de l'école primaire genevoise de 1995 à 1999. Il a été consultant de 1999 à 2001 auprès de la Direction de la formation générale des jeunes du ministère de l'Éducation du Québec sur des dossiers relatifs à la réforme de l'école québécoise. Et en juillet 2000, il a été membre du groupe d'experts externes chargé de l'évaluation de la section des sciences de l'éducation de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Alors, bonjour Jacques Tardif. Bonjour. Vous avez une riche expérience universitaire et probablement de nombreuses années d'enseignement aussi. Alors, votre conception, votre façon de concevoir l'enseignement et l'apprentissage au cours de ces années de carrière universitaire a-t-elle changé ou s'est-elle consolidée, tout simplement? Consolidée ou changée? Je dirais virage à 180 degrés. Je dirais que ma formation initiale à l'université était début des années 70, fin des années 60, ça remonte à longtemps. Vous avez mentionné que j'avais une formation en psychologie de l'éducation et à l'époque, le behaviorisme était vraiment quelque chose de très important. Ça avait une place que je dirais maintenant démesurée, mais bon, à ce moment-là, étant donné ce que nous connaissions, c'était les voies que nous privilégions. Donc, ouais, virage à 180 degrés. Mais je dirais que j'ai eu la chance comme élève, parce que je suis convaincu qu'on apprend la profession d'enseignant, excusez-moi, ou cette profession de créateur de situations d'apprentissage, qu'on apprend ça en regardant comment les enseignantes et les enseignants qu'on a eus ont fait. J'ai eu la chance, je disais, de commencer ma carrière d'élève dans une école de rang. Alors, j'ai passé 2 ans où les 7 premières années du primaire étaient regroupées. On était à peu près 3 ou 4 élèves par année, puis il y avait une seule enseignante. Et malheureusement, je ne me souviens pas très bien de tout ce qui se passait là, mais dans mes souvenirs, il y a la coopération. Alors, je me souviens que l'enseignante s'adressait, on était 3 élèves de première année, puis elle donnait quelques consignes, et puis il y avait des élèves plus âgés qui nous aidaient à... Alors, moi, j'ai appris à lire avec les pairs, P-A-I-R-S. Oui, j'allais dire P-A-I-R-E-S, mais ça ne conviendrait pas. Et cette expérience-là a été intéressante parce que c'est probablement une des seules fois de ma vie d'étudiant ou d'élève où j'ai constaté que l'enseignante ne se comportait pas comme une encyclopédie, comme quelqu'un qui savait tout, qui était la seule responsable de rendre public des savoirs, des connaissances et placer les élèves en exercice. Et donc, probablement que ça m'a marqué, ou enfin, je ne suis pas en mesure de dire jusqu'à quel degré, mais bon, voilà. Et puis, j'ai eu une autre chance dans ma vie. Quand j'ai fait le doctorat en psychologie de l'éducation à l'Université de Montréal, ce n'était pas un choix, ce n'était pas un système coopératif non plus, mais on devait être embauché comme psychologue de l'éducation, psychologue scolaire,
à demi-temps. Alors donc, moi, j'ai passé 2 années au doctorat à être 2 jours et demi semaine à l'université et 2 jours et demi semaine à la commission scolaire de Montréal. Et c'était pas une structure de stage comme on trouve maintenant. C'est-à-dire qu'on fait des stages, puis on ne reprend pas ce qui est appris à l'université, mais c'était vraiment très intégré. Les profs, à chaque semaine, revenaient sur, bon, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, voilà, et qu'est-ce que vous faites professionnellement. Tout ce long détour pour dire que je me suis comporté au début de ma carrière comme un prof qui faisait de l'encyclopédisme, si je cite certains auteurs ou certains collègues. Alors, moi, je savais quelque chose que les élèves ne savaient pas. J'étais quelqu'un qui détenait des connaissances que les élèves ou les étudiants ne connaissaient pas. Puis bon, comme j'aime parler, comme j'aime faire des conférences, je faisais la grande conférence et puis j'ai demandé aux gens, un jour, je sais pas, 5 semaines plus tard, reproduisez à l'examen ce que j'ai dit, et voilà. Donc, j'étais quelqu'un qui raconte quelque chose à des gens qui ne savent pas la chose dont je parle. Et un jour, je demande aux gens qui sont là, dans une situation d'évaluation, redites-moi ce que je vous ai dit, puis je mettais des notes là-dessus. Je disais, ben voilà, j'ai fait mon travail. Je dirais que je suis passé de l'idée photocopieur Xerox à l'ordinateur. Et donc, je prenais un peu mes étudiantes ou mes étudiants, puis c'était très cohérent avec ce que j'avais appris à l'université aussi, comme des personnes capables de photocopier en mémoire tout ce que moi je racontais, ce que les livres racontaient. Je distinguais des éléments importants, secondaires ou périphériques, mais quand même, j'essayais qu'il y ait des petits pièges dans mes évaluations, mes examens pour discriminer les bons et les mauvais, ou ceux qui étaient performants ou non. Puis ça marchait toujours. Pour maintenant, imaginer que, bon, les gens devant lesquels je suis savent un million de choses, et ils sont au courant de plein d'histoires et ils ont beaucoup de connaissances et que ce sont des gens qui construisent, sélectionnent à partir de ce qui est présenté ou à partir des situations d'apprentissage. Alors, je dirais donc, au lieu de prendre ces gens comme un photocopieur Xerox, je me suis mis à les considérer comme des ordinateurs qui ont des fichiers, des dossiers, ils peuvent construire, relier, même établir des liens auxquels moi je ne pense pas. Et donc, à déléguer beaucoup de responsabilités en apprentissage aux étudiantes et aux étudiants. Ça fait bizarre de dire ça parce que c'est comme si on ne faisait pas ça avant. Mais je dirais que moi, je suis passé de quelqu'un qui enseignait en se préoccupant des gens parce que, bon, comme je suis un psychologue de formation, j'espère que je vis en cohérence avec mes apprentissages ou ma profession. Je suis donc passé de quelqu'un qui enseignait à quelqu'un qui s'est mis à se préoccuper de « mais qu'est-ce que ces gens apprennent ?» Et est-ce qu'ils apprennent quelque chose de significatif? Et surtout, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant, qui est de l'ordre de la compréhension ou de l'action avec ces connaissances qu'ils développent grâce à moi? Donc, de l'encyclopédie, je me suis dit, oh my God, il faudrait que je devienne un créateur de situations d'apprentissage plutôt que quelqu'un qui enseigne. Et puis, bon, mettre beaucoup d'accent sur ces connaissances antérieures ou tout ce que maîtrisent les gens avant les situations, avant le moment où nous nous rencontrons dans un contexte d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un virage à 180 degrés, je dirais. C'est une forme de vêtement qui me convient bien d'ailleurs, qui n'est pas simple à endosser comme vêtement parce que c'est très intéressant d'être un conférencier puis les gens nous regardent comme « wow, tu dis des choses intéressantes, tu fais des liens intéressants », à être quelqu'un qui est plus en soutien à l'apprentissage, un peu caché derrière, ou quelqu'un qui coach, etc. Alors voilà. Donc, votre rôle comme professeur dans la fonction d'enseignement a changé finalement. Vous parlez de coach, vous parlez de... ça a changé de direction. Je dirais même que les étudiantes et les étudiants que j'ai eus les premières années où j'étais prof à l'université ici, parce qu'il y a très longtemps, probablement ne me reconnaîtraient pas. Bien, physiquement, oui, j'espère. Mais comme prof, ils seraient un peu étonnés ou... à moins qu'ils aient compris ce que j'avais dans le fond de ma tête et que je n'avais pas bien réussi à actualiser encore. Parce que j'avais toujours ces idées-là. Il faut dire que moi, je suis entré... je suis allé en psychologie de l'éducation parce que ce qui me préoccupait le plus, c'était le soutien aux élèves en difficulté. Alors, quand j'ai travaillé comme psychologue à la commission scolaire, c'était vraiment pour aider les élèves qui étaient en difficulté. Et ça m'a toujours aidé, par exemple. D'accord. Comment faites-vous pour aider ou être un coach auprès de vos étudiants? Est-ce que... OK. Dans le fond,
je pense qu'il faut se mettre dans la position où nous, comme profs, savons des choses. Enfin, si on a fait une grosse thèse un jour qui, j'espère, ne dort pas sur une tablette, on doit savoir des choses ou approfondir certains domaines. Nous savons des choses que les gens à qui on s'adresse ne savent pas. Bon, je vis toujours avec cette idée-là, mais je dirais que ces gens savent des choses que moi je ne sais pas. Ces gens, entre autres, ont réfléchi à comment on utilise des connaissances qu'on a développées à l'école avec des avenues ou dans des avenues que moi je ne connais pas. Et donc, dans ce rôle, je dirais la médiation du prof avec les élèves, c'est une médiation entre le savoir codifié, peu importe comment on l'appelle, dont on est responsable dans une activité d'enseignement ou dans des situations d'apprentissage, ce que l'étudiant ou ce que l'étudiante connaît bien ou pense connaître bien, c'est pas grave, et ce qu'on a comme finalité dans ces situations d'apprentissage. Alors moi, je dirais, ce qui est vraiment important, c'est de dire, mais ces gens à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'ils savent vraiment par rapport au domaine dont moi, je suis responsable en termes de situation d'apprentissage, partir de ça et être toujours dans une position de médiation entre ces connaissances maîtrisées par les étudiants, ces compétences, parce que c'est un mot que j'aime bien et que j'ai intégré dans mes vêtements aussi. Puis je sais que ça rend des gens assez allergiques. Je pense même que ça fait halluciner des gens parfois. Et puis, cette base de connaissances qu'on voudrait mettre à la disposition des gens. Donc, le prof n'est pas celui qui se comporte comme « je sais, je vous dis, je vous raconte, puis un jour vous me redirez quelque chose ». Mais comme vous savez beaucoup de choses, moi j'ai la responsabilité de mettre devant vous, de créer des situations d'apprentissage pour que vous puissiez construire des connaissances particulières. Puis je vais être un médiateur entre les deux. Il y a une idée que j'aime bien, qui nous est venue d'ailleurs de l'anthropologie, qui est l'idée de scaffolding en anglais, ou que les Québécois traduisent comme l'échafaudage, puis les Français comme de l'étayage. Mais c'est une idée intéressante dans le sens que il y a toujours une médiation très graduée. Alors, si on peut avoir une médiation très forte parce que les gens, les étudiants ou les étudiantes auxquels on s'adresse ne connaissent pas, on peut d'entrer par rapport aux connaissances qu'on veut rendre disponibles ou les savoirs qu'on veut rendre disponibles. Donc, la médiation est très forte ou est très présente. Et puis, dans d'autres situations, elle est très diluée. Dans certains cas, elle peut être absente parce que les gens sont capables d'autorégulation et sont capables de naviguer eux-mêmes dans cette complexité-là. Alors, il y a aussi derrière cette histoire de médiation l'idée du coach ou de l'entraîneur. Bon, j'ai glissé le mot compétence dans une phrase que j'ai mentionnée tout à l'heure. Je dirais derrière cette idée de compétence qui est axée sur l'action, le savoir agir, il y a toujours mettre en acte des théories ou mettre en acte des principes particuliers. Et donc, il y a un coach qui s'appelle un prof qui aide à cette mise en action, puis qui donne une rétroaction par rapport à ce développement-là. Donc, je dirais, le rôle du prof a changé énormément. Et moi, quand je m'adresse à des gens qui se dirigent vers des programmes innovateurs axés sur des compétences, par exemple, j'ai tendance à leur dire, écoutez, jusqu'à maintenant, vous viviez probablement comme un funambule sur un fil très large, avec un filet de sécurité incroyable, des petites mailles de rien du tout. Et puis maintenant, vous allez vivre comme un funambule sur un tout petit filet, sur un tout petit fil très étroit, avec un filet avec des mailles qui sont très larges. Bon, ça va vous empêcher de vous casser la gueule, mais vous prenez des risques parce qu'on ne peut plus tout planifier à l'avance, dire, voilà, j'ai 3 heures de cours, j'ai mes transparents, mon PowerPoint, et il ne se passera rien d'inédit ici, sauf une question ou deux. Alors, c'est l'inverse, c'est comme tout est imprévisible ou presque imprévisible. Mais bon, comme je connais le domaine, je peux naviguer dans cette complexité-là. Merci. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que, selon vous, parler de culture générale actuellement, c'est encore de mise? Et qu'est-ce que vous entendez par culture générale? Il y a plein de concepts ou plein d'idées, et je vais accorder mon adjectif avec idées qui sont, selon moi, savonneuses ou glissantes dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine des sciences humaines. Et cette idée de culture générale, pour moi, c'en est une. Où
Parce que, j'ai eu l'occasion de travailler au ministère de l'Éducation pour cette histoire de réforme de l'école québécoise, là. Puis eux, ils parlent de la formation fondamentale, comme s'il y a des formations qui ne le sont pas, ou il y aurait des formations qui sont autre chose que fondamentales. En fait, moi, j'ai des doutes là-dessus. Puis dans les cégeps ou dans les collèges, on a parlé longuement de la culture générale, de la formation générale, et puis on a mis dans ça des cours de philo, on a mis dans ça des cours de français, puis on a dit, bien ça, c'est général. Alors donc, j'aurais un peu de difficulté, puis même j'aurais beaucoup de difficulté à définir qu'est-ce que c'est la culture générale, mais je pourrais, par exemple, et j'aurais l'honneur de tenter de vous dire qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est un moyen un peu détourné pour répondre à cette question-là. Puis peut-être qu'après, je pourrais tenter de trouver de quoi c'est fait, pas de quoi c'est fait, mais qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je trouve que les êtres humains, les hommes et les femmes, ont trouvé quelque chose de très génial qu'on appelle l'éducation ou la formation pour promouvoir plein de choses et promouvoir, entre autres, la citoyenneté, promouvoir l'altérité. Et disons, pour moi, l'éducation, ça permet de créer une richesse collective qui est vraiment fascinante. Alors, donc, j'ai ça en tête et je me sens bien dans la position que j'occupe professionnellement aussi parce que, je me dis, en milieu universitaire, cette histoire-là, c'est vraiment important. Maintenant, pour moi, la culture générale, qu'est-ce que ça permet? Je dirais, ça permet de très bien comprendre le monde dans lequel moi je vis ou dans lequel nous vivons. Ça permet de comprendre le monde d'où on vient, puis ça permet de comprendre le monde qu'on est en train de construire. Puis est-ce qu'on est en train de le construire tout croche avec des fractures incroyables qui sont irréversibles entre des classes sociales, entre des ethnies, entre toutes sortes de choses comme ça? Et je dirais donc, pour reformuler ça autrement, que grâce à la culture générale, on peut penser, appréhender, comprendre le monde. Puis on peut même comprendre, puis on devrait même comprendre aussi quel est le projet personnel que moi je suis en train de développer et quel est le projet collectif qu'en coopération, en interdépendance avec des gens, je suis aussi en train de construire. Alors pour moi, la formation fondamentale, c'est ça. Bien, ça donne ça. Je dirais aussi, étant donné la société dans laquelle on vit, tous les problèmes qui existent sur cette planète, dans le monde, je suis devenu très préoccupé de l'altérité ou de l'éthique dans l'altérité ou de la solidarité. Et ça me peine énormément de voir que des gens parlent de solidarité comme si c'était de la compassion ou de la générosité. Pour moi, la solidarité, c'est juste reconnaître l'autre dans ce qu'il est et dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses limites. Et donc, personnellement, ma conception de ce que donne la culture générale, c'est ça. Une fois que j'ai dit ça, je dirais, la culture générale, pour tout le monde à l'université, serait-on en génie, en chimie, en maths, en sciences de l'éducation ou en droit, j'aurais peine à imaginer que des gens sortent de ce milieu en n'ayant pas en tête des points d'appui ou des références qui seraient anthropologiques, sociologiques, philosophiques, psychologiques, parce que c'est ça qui permet de... Et puis science également, mais c'est ça qui permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Je retiens de ma formation universitaire, que j'ai beaucoup appréciée, que les profs que j'ai eu l'occasion de rencontrer traitaient le monde comme si c'était simple. Et je pense qu'on a vu, peut-être c'était vrai à l'époque où je vivais, mais je crois que ce n'était pas. Mais le monde dans lequel on vit maintenant et le monde vers lequel on va, et le monde dans lequel les gens vivent, c'est un monde extrêmement complexe. Je dirais pas compliqué, c'est un monde complexe avec beaucoup de différences, des perspectives très diversifiées par rapport à un même phénomène. Et c'est ça la vie. Et pour moi, pour le formuler autrement, parce que j'ai dit la culture générale, ça évite les fractures sociales irréversibles dans certains cas. Puis on peut le voir dans l'histoire de certains peuples. Je dirais, ça évite le dogmatisme, ou ça permet d'avoir vraiment un esprit ouvert et d'avoir une ouverture à la différence. Alors, honnêtement, je n'ai pas défini la culture générale, mais je trouve assez pénible de voir que des équipes de profs, par exemple,
zoom ou focus seulement sur ce qui est au cœur de la profession qu'ils tentent de développer chez les étudiantes et les étudiants, en négligeant le fait que ces gens vivront dans des sociétés où il faut savoir où on est, savoir d'où on vient, savoir où on va, et ce qu'on est en train de construire pour l'avenir. Et selon moi, la culture générale participe à ça. Alors, ce qu'on appelle ça fondamental, général, c'est parce que général, c'est pour ça que je disais que c'est une idée savonneuse, c'est comme, c'est méta quelque chose. Alors, j'aimerais mieux que ce soit intégré plutôt que méta quelque chose. Vous avez commencé à l'aborder. Qu'est-ce qui devrait faire partie, finalement, de la formation universitaire de toute personne bien formée en 2003-2004? J'aurais tendance, je vais avoir plus que tendance, je vais formuler ça en compétences. Je dirais la formation, je m'avais demandé formation fondamentale. Formation universitaire. OK. En fait, de toute personne qui serait bien formée aujourd'hui. Moi, je dirais que on devrait développer, ou on doit développer, je vais mettre ça au présent, indicatif présent. On devrait développer 4 catégories de compétences. Et je vais commencer par une qui peut être un peu provocante pour certaines personnes. Je dirais, on développe des compétences professionnelles. Enfin, je sais que dans le milieu universitaire, parce que j'ai l'occasion de travailler avec différentes équipes ou de rencontrer différentes équipes, il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, vous savez, monsieur, dans ma formation, je ne professionnalise pas. Je n'ai pas l'intention de développer des professionnels. Je développe comme une base de connaissances comme ça, que les gens vont utiliser comme citoyens ou je ne sais pas trop comment. » Je suis très sceptique par rapport à ça et je n'ai pas vu de programme, je n'ai pas, dans ma lecture des réalités qu'on a en milieu universitaire, je n'ai pas vu de programme qui ne visait pas, dans une certaine mesure, à professionnaliser des gens ou à faire de ces gens, ou à contribuer à faire de ces gens des personnes qui ont une grille de lecture assez particulière des réalités. Donc, catégoriquement, je conclus que une première catégorie de compétences, que moi j'appellerais développer des compétences professionnelles. Ce sont les plus simples à définir, ce sont les plus simples, selon moi, sur lesquels on intervient. Je dirais aussi, et là, il y a une distinction que des gens de génie électrique et génie informatique et mon collègue René Yvon m'ont aidé à établir. Je dirais, il y a des compétences qui sont de l'ordre de compétences interpersonnelles et des compétences qui sont intrapersonnelles. Je n'utilisais pas beaucoup cette histoire de compétences intrapersonnelles avant. Peut-être que c'est une certaine timidité du psychologue caché en moi, mais je trouvais que c'était trop psychologisant. Mais quand j'ai entendu ces gens, je me suis dit, ah, wow, super, ils ont fait un bout de chemin ou une conceptualisation que je trouve très intéressante. Alors, je dirais, dans les compétences interpersonnelles, on peut entrer des choses qui sont de l'ordre de l'éthique, de l'ordre des communications, et aussi moi, je dirais la tolérance à l'ambiguïté et l'ouverture à des perspectives multiples. Ça fait partie de l'interaction qu'on a avec les gens. Puis ça qualifie, non seulement ça qualifie, mais ça qualifie les relations ou les interrelations, mais également ça nuance ou ça caractérise le type d'interaction qu'on a avec les gens. Pour ce qui est des compétences intrapersonnelles, là, appeler ça compétence, c'est assez particulier, mais je dirais cette capacité des gens mais ça va un peu avec ce que j'ai mentionné pour des compétences interpersonnelles, de naviguer dans l'incertitude. C'est Edgar Morin, quand il parlait des 7 savoirs nécessaires pour l'éducation, qui racontait il faut apprendre à vivre dans un océan d'incertitude à travers quelques archipels de certitude. Pour moi, ça fait beaucoup de sens, cette image-là, parce que, quand je parlais de la culture générale tout à l'heure ou de ses conséquences, ça permet d'éviter le dogmatisme ou de s'enfermer dans une grille de lecture exclusive ou unique. Donc, je dirais, cette capacité personnelle d'être dans l'incertitude, d'affronter, je dirais même, l'incertitude et de bien vivre personnellement et professionnellement dans ça. Je dirais aussi qu'il y a l'authenticité des gens. Mais là, la capacité d'être authentique, c'est assez spécial parce que des gens ont bien démontré, Schoen en a parlé d'une façon extraordinaire, comme Yves Saint-Arnaud qui était ici avant en parlait aussi.
l'écart qu'ont les gens entre la théorie qu'ils professent et la théorie qu'ils actualisent. Bon, alors l'authenticité est quelque part là-dedans, mais je dirais, il faut... Moi, je ne vois pas vraiment comment les citoyens de demain ne peuvent pas ou ne pourront pas avoir une très bonne connaissance d'eux-mêmes. Ce que je suis, ce que je véhicule, peut-être tout croche, mais bon, voilà. Et cette réflexion par rapport à soi-même, c'est probablement pas pour rien que dans le domaine de l'éducation, même dans les écoles primaires et secondaires, on parle tant maintenant de métacognition, de régulation, d'autorégulation, de mise à distance de soi-même. Enfin, on a inventé presque un dictionnaire complet juste pour savoir comment se regarder ou s'autogérer. Mais c'est donc quelques exemples sur ce qui est intrapersonnel. Mais j'insisterai, et là je dirais, est-ce que c'est dans l'intrapersonnel ou dans l'interpersonnel, l'éthique de l'altérité. Vraiment, j'en fais une obsession maintenant parce que je trouve que ça manque terriblement dans nos sociétés. Ça manque aussi dans les rapports professionnels. Et puis, donc, des compétences professionnelles, des compétences interpersonnelles, des compétences intrapersonnelles. Et je dirais des compétences sociales qui touchent également à l'ouverture aux différences, mais je mettrais là-dedans, j'ai juste glissé rapidement sur cet élément-là tout à l'heure, je mettrais là-dedans être capable d'avoir des perspectives multiples soi-même par rapport à un même phénomène. Bon, puis si on est incapable de l'avoir pour X ou Y raison, être au moins dans la position de pouvoir comprendre que l'autre personne qui n'a pas la même perspective que moi n'est pas nécessairement dans l'erreur ou dans le champ, mais est probablement, probablement une interprétation du phénomène avec une grille de lecture ou des référents qui ne sont pas les mêmes que moi. Et au lieu de banaliser ça, ou au lieu de nier ça, ben voilà, c'est un point de vue différent. Et moi, je trouve que dans les compétences sociales, ça, c'est fondamental. Et ça va avec l'ouverture à l'autre. Mais je dirais, bon, rapidement dit, vraiment une perspective multiple. Mais puisque la question, juste pour vous dire que je m'en rappelle, et que la question porte sur la formation universitaire, forcément, tout ce que j'ai raconté pour la culture générale, pour moi, c'est vraiment au cœur de tout. Et je mettrai cela, peu importe, et je dis ça même si je vous ai raconté que je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait, mais que je savais ou j'avais une idée des conséquences de la mise en œuvre d'une formation liée à la culture générale. Je dirais que selon moi, la formation devrait toujours avoir deux grandes qualités. Et une des qualités, ça serait problématiser. Il y a un bon Français qui s'appelle Michel Develay, qui raconte, en parlant des enfants au primaire et des élèves au secondaire, mais ça vaut pour l'université aussi, l'enseignement répond à des questions que les élèves ne se sont jamais posées, mais ne répond pas à des questions qui se posent. Parce que le prof arrive, voici mon plan de cours, j'ai des objectifs pour vous, je suis un bon prof, puis vous allez avoir ça dans tel déroulement. Puis bon, on va faire des maths, ou on va faire, je sais pas, on va faire de la psychologie, de l'apprentissage, ou on va traverser le code civil, et les gens disent, oh, assez intéressant, mais ils n'ont probablement pas beaucoup d'idées qu'est-ce que ça fait dans leur projet de professionnalisation. Alors, je dirais cette histoire que les gens apprennent parce qu'ils sont en déséquilibre cognitif, parce qu'ils sont dans une situation où ils sont à peu près sûrs de ne pas bien comprendre, il leur manque des éléments. Et pour moi, cette idée de problématiser toutes les situations d'apprentissage, je dis bien toutes d'ailleurs, parce que je pense que si on ne problématise pas, on passe à côté de quelque chose où on revient à Xerox ou au photocopieur. Je suis désolé, je sais que Xerox fait autre chose que des machines à photocopier, mais en 72 ou 70, ils faisaient que ça. Alors, j'ai gardé mes préjugés. Donc, partir de ça. Et je dirais aussi, deuxièmement, juste qu'il y avait deux caractéristiques, donc toujours problématiser et toujours placer les étudiants ou les étudiantes auxquels on s'adresse dans un contexte d'un problème à résoudre, ou résoudre un problème. Alors, pour moi, le mot problème n'est pas lié aux sciences, aux maths ou à des histoires semblables, mais un problème, c'est quelque chose
qui contient un certain nombre de données et qui pose des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et dans cette mesure-là, je dirais si les formations de 2003, mais j'espère celles de 2004 aussi, mettent l'accent sur des compétences professionnelles, interpersonnelles, intrapersonnelles, sociales, dans l'idée que tout ce qu'on fait entre nous, peu importe la manière avec laquelle on a configuré le programme ou les situations d'apprentissage ou l'enseignement, on problématise les situations et on place les étudiantes ou les étudiants dans un contexte de « ça, c'est un problème à résoudre ». Et qu'à la fin de ça, on a le courage de poser la question « mais qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas avant de vous asseoir ici ce matin ou avant de vous installer quelque part en train de résoudre ce problème-là » Si on a le courage de poser cette question-là et de rendre les gens assez conscients de ce que ça a permis de faire ou de développer ou de construire chez eux, je pense qu'on est gagnant de quelque chose. Et je ne parierais pas très fort sur... dans le fond, je ne parierais pas du tout sur des formations très encyclopédiques où les gens, quand ils sont en train de développer un programme, par exemple, se posent la question où est-ce qu'on va mettre tel cours, puis dans quelle séquence, puis ce sera la première session ou la troisième. Et puis qui travaillent avec des blocs légaux comme ça, comme s'ils n'avaient pas une idée du plan d'architecture à la base de ça, et surtout, quelles sont les finalités qu'on poursuit. Alors, je trouve que ces blocs légaux qu'on place, qu'on déplace comme ça, sur lesquels on se pose des questions en termes de séquence de développement ou de la position dans le temps, ont souvent donne lieu à des programmes ou à des formations qui sont morcelantes, où les apprentissages sont isolés les uns des autres, et c'est la responsabilité des étudiants de réunir quelque chose. Alors, c'est pour ça que je mets tant d'accent, moi, sur problématiser, résoudre des problèmes, savoir qu'on est en action, qu'on essaie de mieux comprendre quelque chose, et que ces connaissances que je développe servent non pas seulement à répondre à un examen ou de faire en sorte que vous allez me dire que « merveilleux, M. Tardif, vous avez eu un diplôme », mais je vous encourage à poursuivre. Vous avez appris beaucoup de choses, mais il vous reste encore un sacré bout de chemin à faire, même si vous avez obtenu votre diplôme et ce degré de conscience. Donc, même si je dis qu'il y a une tonne de mots qu'on a inventés pour l'autorégulation, je crois qu'on a fait des choses très importantes en explorant ce champ de la conscience de ces apprentissages. Pour aller juste un peu plus loin, quelles seraient les caractéristiques essentielles d'une formation de qualité en sciences humaines et sociales aujourd'hui? Ce que je vais vous raconter n'est pas nécessairement dans un ordre du plus important au moins important. Il faudrait que je fasse un montage PowerPoint pour ça. Alors, si j'avais fait un montage PowerPoint, j'aurais eu le temps de m'asseoir chez moi et de dire, bon, à la question de Madeleine Saint-Jean, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et puis, mettre en rouge ce qui est fondamental, en bleu ce qui est moins... voilà. Tout ce que j'ai raconté, j'espère, permet de voir ou de constater que, pour moi, dans toute formation, l'acteur ou l'actrice, le plus important, c'est l'étudiant. Et je dirais même que, bon, il y a un certain temps, on a traité ce premier acteur ou cette première actrice d'une manière assez secondaire, ou comme si c'est quelqu'un qui n'était pas si important que ça, malgré tous les beaux discours qu'on a autour de ça. Et je pense qu'encore maintenant, il y a des lieux, même dans cette université, malgré le fait qu'on soit la première ou qu'on soit reconnu comme une université innovante, ce qui est vrai d'ailleurs, il y a des formations où les étudiants ne sont pas nécessairement considérés comme les premiers acteurs. Les profs enseignent, puis eux apprennent un jour, ou est-ce qu'ils apprennent? On n'est pas 100% certain de tout ça, mais on pense que oui. Donc, ayant dit cela, je dirais que je placerais au centre de ça le projet personnel et professionnel de l'étudiant ou de l'étudiante. Pour moi, ce serait toujours au centre. Et la formation, qu'elle dure 4 ans, formation initiale ou une formation courte, formation continue, le projet personnel de l'étudiant serait vraiment personnel et professionnel. Serait vraiment toujours au centre et ce serait la pierre angulaire sur laquelle je reviendrai toujours. Ça, je n'arrive pas à croire que, bon, il y a peut-être quelques exceptions, mais je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui viennent dans les universités, dans celle-ci notamment, et qui n'ont pas de projet personnel et professionnel.
ils en ont un, ne serait-ce que pour savoir ce que je veux faire dans ma vie et dire je vais aller explorer un bac multi durant une année parce que pas ce que je veux faire ou je vais aller dans tel programme, puis peut-être qu'un jour je vais découvrir encore mieux ce qui m'intéresse moi. Pour moi, ça, c'est un très bon projet professionnel et personnel. C'est me découvrir moi. Donc, je mettrais ça au centre. Et, bon, parce que j'ai une petite obsession, dans le fond, je dis 3 ou 4, c'est pas grave. Je dirais, j'ai parlé de l'éthique de l'altérité. Alors, je mettrais ça aussi au centre de la formation. Alors, une fois que j'ai dit cela, donc, c'est pas nécessairement des caractéristiques de la formation, mais ce serait une pierre angulaire ou un socle sur lequel on installe tout. Maintenant, si on parle de caractéristiques de la formation, je dirais que, d'une manière catégorique, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse encore longtemps vivre en dehors de la transdisciplinarité. Et on peut observer que en milieu universitaire, mais c'est vrai à l'école primaire, à l'école secondaire, c'est comme le cégep aussi, il y a une autonomie maladive, à mon avis, des disciplines. On est maths quelque chose, on est historien quelque chose, on est philosophe quelque chose, on est psychologue quelque chose. Et souvent, on travaille à autonomiser cette discipline ou à lui donner une place qui, je sais que c'est enregistré cette histoire-là, mais je le dirais ailleurs aussi, une place qui est hégémonique. Et moi, franchement, ça me donne de l'acné. Mais ça paraît pas, mais quelque chose de cette nature-là. Et je dirais donc que, je reviens à mon histoire, problématiser pour que les gens apprennent, être dans un contexte de résolution de problèmes. Je ne vois pas quelle discipline pourrait avoir la prétention d'apporter toutes les réponses qui permettent de comprendre, de penser une situation problématique, authentique ou qui existe dans la vraie vie, et permettre à des étudiants de développer des connaissances ou de construire des connaissances qui soient significatives pour résoudre ces problèmes-là. Alors donc, une caractéristique fondamentale de ce programme ou de ces formations serait la transdisciplinarité. Bon, je sais qu'il y a des luttes épouvantables entre ce qui est interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire. J'espère juste que vous n'allez pas me poser la question ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, la transdisciplinarité? Dans la transdisciplinarité, je dirais, il n'y a pas une discipline qui se donne un droit de gérance ou un droit de domination ou de prédominance par rapport à une autre. Et chacune contribue avec sa grille de lecture ou sa grille de compréhension à apporter une meilleure perception, une meilleure compréhension, une meilleure réflexion par rapport à la problématique. Alors, donc, ces programmes-là seraient, pour moi, vraiment transdisciplinaires. Et même si, par exemple, on disait, voici, ici, c'est un programme en philosophie et on développe chez les gens des compétences leur permettant d'agir comme philosophe réfléchi et judicieux dans la vie. Mais j'imagine pas un philosophe qui n'est pas réfléchi. Mais bon, mais je donnerais comme exemple des formations dans lesquelles moi je suis. Moi, je suis un psychologue de formation qui travaille à la formation d'enseignantes et d'enseignants. Alors, je pourrais avoir comme perspective d'autonomiser ma discipline parce que c'est très important, les histoires de psy dans l'enseignement, la motivation, c'est les psys qui comprennent ça, l'apprentissage, c'est les psychologues qui comprennent ça. Puis à côté de moi, il y a un sociologue, puis à côté, il y a un philosophe, puis à côté, il pourrait y avoir un anthropologue, puis à côté, il y a des didacticiens de toutes les disciplines qu'on peut imaginer. Si ces gens-là travaillent comme des blocs légaux, moi, j'ai défini un petit bloc psychologie. Vous mettez un petit bloc didactique des mathématiques, et cette dame met un petit bloc sociologie. Moi, je pense qu'on n'a pas contribué à beaucoup d'intégration des apprentissages chez les étudiantes et chez les étudiants. On n'a certainement pas contribué à développer des compétences ou quelque chose qui fait sens dans la vie. Et voilà pourquoi, selon moi, ces programmes sont vraiment transdisciplinaires. Ils sont aussi, selon moi, à visée très fortement professionnalisante. Et donc, dans chacun des programmes, on a déterminé quelques finalités ou quelques finalités professionnalisantes. Et on sait que chaque personne qui intervient dans ces programmes, chaque prof qui a la chance d'être en interaction avec les étudiantes ou les étudiantes dans ce programme,
contribue à ces quelques finalités qui, pour moi, ne sont pas très nombreuses. Alors donc, mais tout ça, ça va dans la logique problématiser, résoudre des problèmes, déterminer des compétences et faire en sorte que les gens qui interviennent comme formateurs ou comme formatrices dans un programme savent exactement à quoi ils contribuent. Pas le petit bloc de Go, mais à quoi ils contribuent. Et là, je vais utiliser un mot qui est vraiment important pour moi. Mais comme je veux faire attention aux susceptibilités, si je ne faisais pas attention aux susceptibilités, moi, je perdrais toujours de parcours de professionnalisation. Mais bon, pour tenter d'avoir un petit peu plus d'influence dans cette entrevue, je vais parler d'un parcours de formation, tout en ayant en tête que c'est un parcours de professionnalisation. Et si un programme dure 4 ans, par exemple, ce qu'on y fait dans la première année comme formatrice ou comme formateur, c'est quelque chose qui contribue au parcours de formation. Mais si je ne sais pas, moi, ce qui se produira à la fin de la 3e année, au milieu de la 4e année, comment est-ce que vous voulez que je contribue à un parcours de formation? Alors, donc, ce programme à visée professionnalisante serait également caractérisé par quelque chose qui est extrêmement intégrateur. Et ça a des conséquences énormes sur la vie des profs qui sont habitués de vivre d'une manière très autonome, très individualiste, bon, sauf quelques exceptions, et qui, dans un contexte comme ça, se voient contraints de vivre en interdépendance parce que, comme j'assiste, je contribue à un parcours de professionnalisation. Je ne peux pas faire ça seul dans mon coin durant 45 heures et ensuite aller dans mon lab, continuer à manipuler des variables ou à essayer de comprendre des phénomènes particuliers. Et je dois être quelqu'un qui est très conscient de tout ce qu'on a défini, déterminé et de tout ce qu'on a établi comme finalité. Donc, je prends quelques éléments parce que je m'en vais à gauche et à droite, là. Je dirais transdisciplinarité, des visées professionnalisantes et un très haut degré d'intégration ou d'interrelation entre ce qu'on y fait. Je dirais aussi, je ne vois pas... bon, ça, c'est une histoire de psychologue aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en préoccupent. Je suis assez frappé par le fait que définir son identité personnelle, c'est de plus en plus complexe. Puis, bon, il y a des gens... Jean-Pierre Boutinet, entre autres, qui a écrit un livre sur l'immaturité de la vie adulte. Puis, ma foi de Dieu, en lisant ce livre-là, je me disais, je croyais qu'à mon âge, l'identité, c'était résolu. Puis, c'est comme si on avait encore un bout à faire. Alors, je considère que ces programmes, parce qu'on intervient sur des formations courtes, longuement avec des étudiantes et des étudiants, doivent être des programmes qui se préoccupent de l'identité personnelle et professionnelle des gens. Je dis professionnelle parce que j'ai parlé de visée professionnalisante. Puis, j'ai dit que j'allais dire parcours de formation en ayant en tête parcours de professionnalisation. Tout cela pour faire attention un peu à des susceptibilités. Mais je dirais vraiment, il faut avoir d'une manière régulière des préoccupations sur quelle est l'identité qu'on contribue à ce que ces gens développent. Et ça, c'est intéressant parce que quand on parle de professionnalisation, il y a toujours cette idée-là que dans la professionnalisation de quelqu'un, les formatrices et les formateurs ont un impact sur l'identité professionnelle. Et qu'on ne laisse pas ça au hasard, mais qu'il y a des situations de stage, par exemple, ou de pratique, ou même des situations d'enseignement qui provoquent chez eux des remises en question, des doutes particuliers. Et pour moi, ça, c'est pas une histoire thérapeutique, c'est une histoire, l'identité professionnelle, ça fait partie de la profession. Et donc, puisque on avait fait un petit détour, sinon un long détour, par la culture générale, je dirais que pour moi, ces programmes-là, ou dans votre question, il y avait formation de qualité aujourd'hui, je dirais, ne peuvent vraiment pas faire l'économie de la culture générale. C'est assez étrange que je raconte ça en disant, je ne sais pas vraiment de quoi est faite la culture générale, mais je sais quelles sont ses conséquences si on la fait bien. Mais ça vaudrait la peine de s'asseoir et de dire, qu'est-ce que c'est la culture générale pour nous, profs à l'Université de Sherbrooke ou dans des domaines particuliers de formation?
qu'est-ce qu'on entend par là. Puis, bon, peut-être que la première question, c'est est-ce qu'on partage ce que les gens racontent sur les retombées en termes de formation d'une culture générale? Ces retombées-là étant de l'ordre de l'ouverture et de la compréhension et de l'action également. Avec les conceptions novatrices que vous avez de la formation universitaire et dans le contexte de changement dans lequel se retrouvent les universités présentement, est-ce que vous trouvez que ce serait peut-être souhaitable que les universités réfléchissent globalement à leur mission d'enseignement? Et si oui, quels seraient les principaux axes d'une telle réflexion, si vous pensez que ça devrait être le cas? Oui, évidemment. Sinon, tout ce que j'ai raconté depuis le début de l'entrevue pourrait être considéré comme un peu psychotique, finalement, si je répondais non à la question. Donc, je dirais oui. Et puis, la question que vous me posez, elle n'est pas axée sur l'ensemble des responsabilités des profs ou l'ensemble des missions de l'université, mais sur la mission enseignement. Oui. On a un jour raconté que le plus grand changement qu'il y avait eu chez les profs au secondaire était le fait que, avec le temps, puis tout ce qui s'est passé sur le plan des réflexions pédagogiques, les gens ont cessé de dire moi, je suis un historien qui enseigne au secondaire, ou moi, je suis quelqu'un qui est en morale qui enseigne au secondaire, ou un mathématicien, etc. Puis, le jour où ces gens se sont mis à dire moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est prof au secondaire, j'enseigne au secondaire, j'enseigne les maths. Et moi, je suis un enseignant au secondaire, j'enseigne le français ou la langue seconde. Il y a des gens qui se sont mis à penser il y a eu un changement important dans la représentation de ce que moi je fais là. Alors, j'aurais tendance à penser que le jour où les gens diront moi, je suis un prof à l'université, et puis j'enseigne dans le domaine de l'éducation, ou moi je suis un prof à l'université, j'enseigne en génie, ou j'enseigne en marketing, ou j'enseigne en psychologie, on aura gagné quelque chose. Bon, peut-être que ça a l'air un peu superficiel, mais je crois que dans la représentation des gens, dans leur identité, ça change passablement de choses. En tout cas, ça crée une certaine ouverture. Donc, mais ça ne répond pas encore à votre question. Je dirais que, bon, moi, parfois, quand on m'invite à donner une conférence aux gens, j'aime moins ça, mais j'aime mieux travailler en interaction continue ou durant un certain temps avec eux. Mais quand on m'invite pour une conférence, c'est les gens qui disent vous savez, ici, il faudrait comme créer une secousse sismique ou un petit, je sais pas, des plaques tectoniques qui bougent un peu plus fortement qu'avant. Et moi, mais là, je ne pourrais plus le faire parce que j'ai vendu mon scoop, mais je dis aux gens en général, bonjour, je suis content de travailler avec vous. Et je leur dis, vous savez, vous êtes les gens qui m'étonnent le plus. Parce que la majorité d'entre vous avez passé 3 ans, 4 ans de votre vie à faire un gros doctorat. Vous avez fait des choses très rigoureuses, très systématiques. Vous avez respecté des critères de scientificité, on peut en mettre. Et puis, vous n'acceptez pas facilement que dans votre domaine d'expertise, que les gens véhiculent du sens commun, vous corrigez les gens, vous savez, la recherche a démontré que. Je ne comprendrais pas que, puisque c'est 50% de votre tâche au moins, ou 60%, je ne comprendrais pas que vous ne lisiez pas dans le domaine de la pédagogie, de l'apprentissage et de l'enseignement, et que vous considérez ça comme un domaine flou, mobile, où on a des bonnes idées, des bonnes intentions. Puis si on répète le prof qu'on a aimé ou les profs qu'on a trouvés comme influents, voilà, ça marche. Donc, je dis ça, ça peut avoir l'air anodin, mais pour moi, c'est pas anodin, c'est que on a considéré que, bon, le jour où on a fait un bon doctorat, où on a été reconnu comme un professionnel assez efficace dans un milieu, on peut venir faire de l'enseignement à l'université, le tour est joué, et ça marche. Heureusement qu'il y a les SSE, puis on peut les consulter de temps en temps, mais voilà. Donc, je dirais qu'il y a toute une culture à créer qui est
Vous savez, il y a des paramètres bien connus dans le domaine de l'apprentissage, du soutien à l'apprentissage, dans le parcours de formation des gens, ce qui est influent, ce qui est moins influent, avec des zones de flou forcément, qui permettent de baliser, de paramétrer les formations qu'on offre. Et je dirais que les universités, mais celle-ci, c'est Sherbrooke, est exemplaire parce qu'elle donne une place importante à la pédagogie universitaire ou à des réflexions pédagogiques. Il y a des lieux, il y a des foyers comme la faculté de médecine, la faculté de génie, sont des exemples sur la réflexion pédagogique, le soutien qu'on offre aux profs. Donc, je dirais, bon, ça, c'est une partie des questions qu'on doit se poser ou une partie de notre temps qu'on devrait prendre à réfléchir à ça. Mais je dirais qu'il faut aller plus loin que ça. Et moi, j'aime bien aborder les choses en disant qu'est-ce que nous faisons d'incohérent? Ou encore, dans ce que nous faisons, est-ce qu'il pourrait y avoir des failles énormes par rapport à la cohérence entre nos bonnes intentions et ce que nous mettons en action? Alors, j'aurais tendance à passer par là, mais je suis quelqu'un, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'aime problématiser, j'aime voir les situations comme étant des problèmes à résoudre, qu'on doit comprendre avec plusieurs référents. Et, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de dire, par exemple, pour chacune des formations qu'on a ici, longues ou courtes, initiales ou continues, quelles sont nos finalités? Qu'est-ce qu'on souhaite pour les étudiants ou les étudiantes? Qu'est-ce qu'on attend pour eux? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour qu'ils arrivent à ce point-là, ou à ce degré de maîtrise, bon, moi je dirais de compétence, mais à ce degré de maîtrise de quelque chose. Et je dirais, une fois qu'on a défini ça, là, je partirais à la recherche de l'incohérence. Et je dirais, par rapport à ces finalités-là, est-ce que la manière dont on a défini le parcours de formation, pour moi, un parcours de formation, c'est un programme. Le programme, ça trace un parcours de formation. Puis en général, on n'est pas très ouvert à ce qui est optionnel ou au choix. On est assez fermé, puis on trouve toujours qu'on manque de temps, puis on n'a pas assez de place pour quelque chose et tout. Donc, nos parcours de formation universitaire ils sont passablement étroits et ils ne contiennent pas une multitude de choix. Donc, je me poserais la question, est-ce que ce parcours-là qu'on a tracé nous permet d'arriver aux finalités qu'on a visées? Et donc, je me dirais aussi, voilà, est-ce que les situations d'apprentissage auxquelles on pense, est-ce que les activités d'apprentissage qu'on a définies, allons-y, est-ce que les cours qu'on a déterminés sont des activités ou sont des occasions pour influer sur ce parcours de formation? Si on répondait à ça, ouais, mais vous savez, monsieur, vous savez, c'est comme un bloc Lego, c'est comme une chaîne de montage dans une usine d'automobile. Moi, je dirais, peut-être qu'on vit un peu à côté des souliers qu'on a essayé, qu'on dit qu'on a achetés, mais on ne les porte pas. Alors, j'aurais donc cette préoccupation, donc rechercher l'incohérence. Et je me dirais aussi, est-ce que ce qu'on fait dans l'évaluation des apprentissages, c'est quelque chose qui est cohérent avec ces finalités-là? Alors, moi, je trouve que dans l'évaluation des apprentissages, on voit ça régulièrement, on a l'addition facile. Là. Alors, nous, on fait une activité 30 heures, 45 heures, une unité machin, puis on additionne le paquet de connaissances que l'étudiant ou l'étudiante a développé, puis on dit, en termes alphanumériques, ça vaut B+. Bravo, madame, passez à l'autre cours. Mais est-ce que ça, cette quantité de machin, quelque chose, raconte une histoire significative à l'étudiant ou à l'étudiante sur son parcours de formation et avec les finalités que nous, on a déterminées? Permettez-moi de vous dire que moi, j'en doute énormément. Mais, bon, il ne faut pas faire une angoisse avec tous les doutes que je partage ou que je mets sur la place publique comme ça. Puis je poserais aussi la question, parce que vous me demandez est-ce qu'on devrait se poser des questions sur la mission d'enseignement, puis je suis allé jusqu'au comment ou pourquoi. Je me poserais des questions énormes sur l'organisation du travail des profs. Et
J'ai mentionné par rapport à une autre question tout à l'heure que plusieurs profs dans cette université ou dans d'autres ont l'autorisation de vivre d'une manière très individualiste, très isolée de leurs collègues. Et puis, tout en ayant l'idée, vous savez, moi, je participe à la formation des étudiants. Je pense que quand on réfléchit à la mission d'enseignement, il faut se poser des questions très importantes sur les responsabilités que chacun et que chacune assume sur ce parcours de formation. Moi, ma grille de lecture par rapport à ça, c'est si un prof qui enseigne en première année d'une formation qui dure 4 ans peut se permettre de ne pas connaître ce qui se passera en troisième et en quatrième année et peut aussi se permettre de ne pas savoir ce qui arrivera aux étudiants qu'il a rencontrés en première année ou aux étudiantes. Ma conclusion, c'est qu'il ne participe pas au parcours de professionnalisation ou de formation des gens. Il dépose une bille dans une chaîne de montage et voilà. Mais il a fait peut-être ce qu'on attendait de lui, mais bon, je crois que cette question, est-ce qu'il faut réfléchir à sa mission d'enseignement, va jusque-là. Et j'ai là aussi quelque chose qui est pour moi important. Philippe Pernoud, qui est un sociologue qui travaille à l'Université de Genève, a fait des recherches dans ce domaine-là. Mais la question qui s'était posée, c'était en milieu primaire, secondaire, c'est avec d'autres chercheurs. Et il essayait de comprendre, mais qu'est-ce que c'est le métier d'élève? Et qu'est-ce que les élèves comprennent de ça? Alors, c'est très intéressant, mais là, il faut donner au mot le sens européen et non pas québécois, là. Alors, ce qu'il a trouvé, finalement, c'est simple, c'est le métier d'élève, c'est comprendre ce que la maîtresse veut savoir. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ça peut aller jusqu'à dire... parce qu'en général, l'enseignante au primaire ou l'enseignant, il ne pose pas de question si c'est la bonne réponse. Alors, si vous posez une question sur la bonne réponse, l'élève le change parce que, mon Dieu, c'est pas ce que la maîtresse voulait savoir. Et puis, bon, on sait bien qu'après 3 ou 4 questions, on pourrait faire revenir l'élève à sa première réponse. C'est pas grave. Parce que s'il est conscient, il doit bien se demander, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a bouffé hier ou elle a passé une mauvaise nuit pour me ramener à une réponse que j'ai déjà donnée. Tout cela pour dire que Bon, est-ce que la réforme de l'École québécoise aurait des retombées qu'on anticipe? J'en sais rien. Mais on est aux prises avec des élèves, des étudiants, qui ont probablement très bien compris ce métier-là. Alors, donc, s'ils ont bien compris ce métier-là, ça va très bien d'être devant un prof ou une prof qui donne 45 heures de cours. Quand c'est important, qui élève la voix, s'excite un petit peu plus. Quand c'est moins important, baisse la voix, ne souligne pas au tableau, n'a pas coloré son PowerPoint parce que tout le monde se dirige vers le PowerPoint. Et puis, il y a des étudiants spécialistes qui disent « Moi, je sais, les questions d'examen, ça va être là, ça va être là, ça va être là, ici. Vous savez, c'est pas énervé, c'est probablement pas important. » Ou ça peut être juste une question pour discriminer entre les gens qui sont plus performants et ceux qui sont moins. Alors, ça va assez mal, cette conception du métier d'élève ou d'étudiant avec la logique d'un parcours de formation où l'étudiante est responsable de ses apprentissages, puis on ne lui demande pas, vous allez le produire comme Xerox, le photocopieur peut faire les feuilles que je vous ai passées. Alors, donc, j'aurais craint que si on n'a pas toujours cette préoccupation mais comment on familiarise les étudiants ou les étudiantes avec ces nouvelles approches ou comment on leur permet de s'apprivoiser à ça, puis de maîtriser de nouveaux outils, une nouvelle représentation du métier d'élève ou de l'apprentissage, je pense qu'on aurait manqué quelque chose. Et donc, mais partout, j'aurais cette grille de comportement, cette grille de lecture qui est... mais où donc est l'incohérence, où sont nos incohérences par rapport à des finalités, par rapport à nos intentions, tout ce qu'on met en œuvre, et ce qu'on place pour soutenir l'apprentissage ou soutenir l'évolution des gens. Alors, c'est un peu un rêve quand on pense que des gens sont aussi tiraillés parce qu'ils ont assumé des fonctions de recherche, des fonctions d'administration et tout. Mais moi, je pense que une caractéristique des profs qu'on engagera demain ou après-demain devrait être
est-ce que vous pouvez faire de la pensée simultanée? Si vous êtes seulement séquentiel, vous allez avoir de la difficulté, mais si vous pouvez faire de la pensée simultanée, ça va être très bien. Et je pense que même les conseillères ou les conseillers pédagogiques du SSE devraient faire de la pensée simultanée au carré. Au carré. Alors, merci Jacques Tardif pour cet entretien avec le SSE, Service de soutien à l'enseignement. Merci. Alors, vous pouvez arrêter. Oui. Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de l'entrevue du SSE avec Jacques Tardif, professeur titulaire au département de pédagogie à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Alors, bonjour Jacques. Je commencerai comme ça. Autant dans le soutien que vous apportez à des équipes de développement de programmes que dans vos communications orales et écrites sur les innovations pédagogiques, vous privilégiez les formations orientées vers le développement de compétences. Alors, l'université aussi privilégie ces orientations. Et comme conseillère pédagogique, au SSE, on entend souvent des commentaires tels que les compétences, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une mode? Alors, ma première question serait, pourquoi en milieu universitaire accordez-vous une telle prédominance au programme de formation orienté vers le développement de compétences? C'est toujours dangereux, je crois, de donner à quelque chose une coloration de religion ou de mode. Alors, je suis assez sensible à cette question-là, sinon très sensible à la question que vous posez. Je dirais d'abord qu'il faut avoir en tête que, comme tout domaine de recherche ou tout domaine de connaissance, ce qu'on connaît de l'apprentissage, qu'on connaît de l'évaluation, du transfert des apprentissages et toutes ces histoires-là, évolue grâce aux recherches qu'on fait dans le domaine des sciences de l'éducation. Alors, je pense qu'il n'y a aucun problème, aucune question qui n'a reçu une réponse ou une solution une fois pour toutes. Et comme dans tous les domaines professionnels ou tous les domaines de savoir, il y a une évolution des connaissances, une évolution qui nous permet aussi de remettre en question les pratiques qu'on a eues jusqu'à maintenant. Alors, je dirais, pour moi, ce n'est pas une mode, mais c'est situé dans le temps, c'est situé de façon historique, si on veut parler comme ça. On a eu une longue balade avec les objectifs taxonomie de Bloom, mon Dieu, qu'il a dû faire de l'agence ce mec-là. On a longtemps fait référence aux objectifs. Puis bon, on s'est mis à remettre ça en question en disant est-ce qu'on atteint vraiment les retombées ou les visées qu'on a pour les étudiantes ou les étudiants dans la formation. Je ferai un petit détour en disant que il y a quelque chose qui nous a donné beaucoup d'informations, des recherches que les gens, notamment en sciences cognitives, ont réalisées sur l'expertise professionnelle. Et, par exemple, analyser que fait un expert quand il résout des problèmes, peu importe le domaine professionnel. Et la surprise de ça, c'est que très fréquemment, ces professionnels jugés experts par leur père ou par leur patron, ou je ne sais qui encore, font peu référence à la base de connaissances qu'ils ont développée en milieu universitaire à travers des cours pour être si experts sur le plan professionnel. Alors, ça a soulevé un bon nombre de questions. Pourquoi c'était comme ça? Qu'est-ce qui faisait, par exemple, que cette base de connaissances n'était pas plus active dans les actions professionnelles ou les interventions professionnelles? À moi, qui est prof d'université, ça me pose une question importante, c'est à quoi contribue-t-on dans le développement professionnel des gens? Alors, d'abord, ça, c'est une première surprise, mais une surprise intéressante, qui rendrait certainement humble tous les profs d'université si les profs lisaient ces recherches-là. Mais je dirais que les formations qu'on a eues jusqu'à maintenant, qui n'étaient pas orientées vers le développement de compétences, sont des formations qui ont des conséquences négatives, j'oserais le dire, nombreuses, et qui ont trait notamment au fait que les étudiants ou les étudiantes développent une quantité incroyable de connaissances. Je dis bien développent et non construisent. Une quantité incroyable de connaissances qui sont appelées par des gens en sciences cognitives, entre autres, des connaissances inertes. C'est des connaissances qu'on n'utilise pas dans la vie. On les a utilisées un jour pour passer un examen, avoir une bonne note ou rêver d'avoir une bonne note. Et voilà. Ce sont des connaissances ou des apprentissages qui n'ont pas beaucoup de viabilité.
En plus, on a réalisé aussi que dans les formations qui sont axées sur des objectifs ou qui sont gérées par des objectifs, il y a un morcellement énorme des apprentissages, où il y a des gens qui parlent, les Européens parlent comme ça, un fractionnement des apprentissages, et que, dans le fond, la formation elle-même ne contribue pas vraiment à créer des liens intégrateurs ou des lieux d'intégration, ou à créer même une intégration. Alors, voilà un certain nombre de questions qui se sont posées. Et puis, il y a des ordres professionnels aussi qui nous ont ouvert les yeux. Le nous, c'est les profs d'université, en disant, par exemple, l'ordre professionnel des ingénieurs à la fin des années 80, début des années 90, tant aux États-Unis qu'au Canada, disait, vous savez, les gens qui sortent des universités en génie ne savent pas vraiment concevoir des projets, alors que c'est au centre de l'action de l'ingénieur. Ils ont des problèmes de communication et toutes sortes de machins comme ça. Alors, ça soulevait des questions aussi, mais en quoi a-t-on contribué, nous, à faire ce développement-là? Je dirais aussi que ma conception de ce qu'on faisait avant, quand on n'était pas axé sur le développement de compétences ou quand nos programmes n'étaient pas axés là-dessus, on se comportait comme une vraie chaîne de montage. Mais il y a encore des lieux de formation qui sont de cette nature-là. Alors, la chaîne de montage, je ne sais pas, on a un produit X, prenons une automobile à fabriquer, et quelque part sur la chaîne de montage, il y a quelqu'un qui installe la porte, il y a quelqu'un qui installe des roues, ça va bien. Puis, au bout de la chaîne de montage, il y a quelqu'un qui se dit « Oh, c'est une automobile qui est fonctionnelle. » Et puis, il y a quelqu'un qui s'occupe de la qualité, j'imagine, du produit et des déchets qu'on a produits également, parce que sur des chaînes de montage, on en produit toujours. Alors, on peut prendre cette analogie-là et dire plusieurs de nos formations sont comme ça. Alors, par exemple, dans des formations en génie, pour dire celle-là, dans certains programmes, il y avait quelqu'un qui, au lieu de poser une porte, posait un premier cours de mathématiques. Et un autre posait un autre cours sur la physique des matériaux. Puis un autre posait un deuxième cours de mathématiques. Et puis chacun posait ses machins sur la chaîne de montage. Et puis un jour, au sortir du programme, je ne sais pas qui, par exemple, disait est-ce l'étudiant que nous avons rêvé, dont nous avons rêvé en termes de développement professionnel? Moi, je pense que les profs ne se posaient pas vraiment la question. On ne leur demandait pas non plus de se poser la question. Alors, tout cela pour dire que l'idée des compétences, il faut dire qu'il y a plusieurs conceptions des compétences. Il y a eu un Québécois et une Québécoise qui ont écrit un petit livre dans le cadre de la réforme de l'école québécoise qui s'appelle « L'obsession des compétences ». C'est assez pamphlétaire d'ailleurs. Mais si vous lisez ce livre-là, ça permettrait de voir toutes les dérives qui ont eu lieu dans ce concept-là, dans cette idée-là. Mais l'idée centrale des compétences, c'est il faut, dans tous les programmes de formation, déterminer qu'est-ce que nous voulons que ces étudiants ou ces étudiantes puissent faire en termes professionnels ou autre chose. Moi, je veux le dire en termes professionnels. Et il y a donc pour chaque programme un petit nombre de compétences. À mon avis, quand on a dépassé 10, on est ailleurs que dans des compétences. Et ces compétences-là permettent d'ancrer, de finaliser les apprentissages. Et donc, les compétences, si on y allait d'une manière moins positive, permettent d'éviter le fractionnement des apprentissages ou le morcellement des apprentissages. Si on y va plus positivement, ça permet de réunir des apprentissages et les profs qui sont responsables de la formation se donnent la responsabilité d'intégrer l'ensemble des apprentissages sur des compétences particulières. Alors, pour moi, c'est ni une religion, ni une... en fait, c'était une religion, ça serait une autre définition que ce que j'ai dans ma tête pour une religion, mais c'est certainement pas une mode. Est-ce que dans 15 ans, on fera encore la même chose? Je ne crois pas. Je crois que les recherches nous ont permis de constater certaines lacunes de cette approche-là, mais c'est celle qu'on maîtrise le mieux maintenant et c'est celle, entre autres, qui nous permet de penser avoir le plus d'influence possible sur l'apprentissage ou sur l'apprentissage des étudiants ou des étudiantes. Mais vraiment, finaliser ça dans quelque chose qui est très, j'oserais dire, opérationnel. Vous avez parlé du programme de génie, qui est un programme professionnel, mais est-ce qu'on peut avancer que tous les programmes, qui soient de premier, deuxième, troisième cycle, qui soient professionnels ou disciplinaires,
programme court, programme à grade, offert à temps partiel, à temps plein, à des populations homogènes, des clientèles hétérogènes. Est-ce que tous les programmes peuvent s'inscrire dans une logique de développement de compétences? Dans un premier temps, j'oserais dire oui. Puis dans un deuxième temps, je mettrais peut-être quelques nuances. C'est parce que l'idée de professionnalisation ou de compétences professionnelles, ou l'idée, moi je vais dire compétences professionnelles au début, les gens ont très lié ça à des ordres professionnels ou au fait que les étudiants ou les étudiantes intègrent un ordre professionnel au sortir de l'université. Mais on sait bien que dans l'université, il y a des gens qu'on professionnalise et qui n'appartiendront pas à un ordre professionnel particulier. Les enseignants, entre autres, ou les enseignantes, étant un très bon exemple. Il n'y a pas d'ordre professionnel au Québec, c'est le ministère de l'Éducation qui gère tout, puis qui se comporte comme l'employeur. L'ordre professionnel est, bon, enfin, ça c'est confus, mais quand même. Je dirais que dans tous ces domaines-là, où les gens disent, oui, moi, je suis convaincu que la formation qu'on a mise en place oriente des gens vers développer des compétences professionnelles. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, court, long, formation initiale, continue, j'ai aucun problème avec ça. Là où ça devient problématique, c'est des gens, enfin, il y a des philosophes qui m'ont déjà raconté des choses comme ça. Vous savez, nous, on développe quelque chose qui est connaissance générale ou une compréhension multidimensionnelle de la réalité. Et voilà. Puis, on fréquente les existentialistes et les essentialistes et toute orientation. Et puis, les étudiants font bien ce qu'ils veulent avec ça. À mon avis, quand on gratte un petit peu ou quand on pose certaines questions sur mais quelles sont les finalités de votre programme, on réalise bien que dans ces finalités-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'action. Ce n'est pas de l'ordre d'une professionnalisation, c'est de l'ordre de l'action. Et moi, je dirais que partout, dans toutes les formations où on est préoccupé d'une histoire que j'appellerais les théories en actes ou les modèles en actes, oui, on peut dire là, il y a des compétences et on pourrait cibler des compétences. Mais je donnerai un exemple qui n'est en rien universitaire, mais dans la réforme de l'École québécoise, notamment dans le domaine des sciences humaines ou de l'histoire, le ministère a défini une compétence en disant les enfants, les adolescents au sortir de l'école secondaire devraient, grâce à l'histoire, c'est une compétence, pouvoir interpréter des phénomènes historiques. Et moi, je dis, voilà, c'est une très bonne compétence. Ce n'est pas une accumulation de dates, de lieux géographiques, de personnages, de reines, de princesses, de croix plantées sur le bord d'une île ou d'une presqu'île, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ou à quoi s'attend-on en termes de finalité. Et donc, j'ai répondu catégoriquement au début, j'ai mis quelques petites nuances, mais je reviendrai à ma position assez catégorique qui est, oui, on pourrait partout définir des compétences. Je sens, par exemple, je suis assez convaincu que dans certains lieux ou dans certaines formations, ce serait plus soft ou ce serait moins encadrant ou moins dirigeant que dans des formations où c'est très clair qu'on travaille au développement de professionnels. Cette question-là ne se pose pas, est-ce qu'on développe des compétences ou non, dans le domaine de la médecine, de l'administration, de l'ingénierie, de l'éducation, de la psychologie, le service social, voilà. Puis il y a d'autres domaines où on navigue un peu avec plus de nuances. Mais je naviguerai avec plus de nuances aussi. Pour se donner une vision commune de ce que c'est que développer des compétences, qu'est-ce que ça veut dire, développer des compétences comme tel? Dans un programme. Dans un programme de formation. Okay. Qu'est-ce que ça implique? Mais qu'est-ce que ça veut dire surtout? Développer des compétences. Oui. Je pense que pour bien répondre à cette question-là, il faut au départ dire, il faut que je vous dise dans mon esprit ou dans ma tête, qu'est-ce que c'est une compétence? Parce que dans le monde de l'éducation, il y a des gens qui parlent de... On aime le vocabulaire, nous, alors le savoir-faire, le savoir-être, le savoir, puis il y a des gens qui parlent maintenant du savoir transféré, puis du savoir transformé. On a une tonne de savoir,
Je dirais que moi, je vis avec l'idée qu'une compétence, c'est un savoir-agir complexe. C'est simple, je crois qu'on n'est pas dans les compétences, on est dans un savoir-faire, une espèce de procédure, une espèce de séquence d'action assez simple, finalement. Donc, je reprendrais ça. Je dirais c'est un savoir-agir complexe qui repose sur la mobilisation judicieuse, réfléchie, d'un ensemble de ressources. Point. Alors, je dis ça en insistant sur judicieuse et réfléchie parce que ces gens qui ont écrit le petit livre L'obsession des compétences et Michel Ouimet, pour ne pas la nommer, qui est éditorialiste à la presse, qui a écrit sur les compétences transversales du ministère de l'Éducation, puis a traité ça comme si c'était de la folie, et sur l'idée de compétences comme si c'était un déraillage. À mon avis, n'a pas compris, je vais mettre ça au pluriel parce qu'il n'y a pas qu'elle, n'ont pas compris que une compétence, qui est un savoir-agir complexe, ça oblige, ça requiert, ça impose le recours à une multitude de ressources. Et les ressources dont on parle sont des connaissances. Alors, mais si on me disait à moi, vous savez, les compétences sur un machin utilitariste, c'est viser ce qui est utile demain matin, moi je dirais non. Justement parce que ça repose sur cette mobilisation de ressources, je répète, judicieuse et réfléchie. Alors, une fois qu'on a raconté ça, par exemple, dans un domaine comme le génie, la question à se poser, c'est, mais quelles sont les compétences professionnelles que nous voulons développer chez les étudiantes et les étudiants? Puis j'ai mentionné tout à l'heure, selon moi, il y en a 8 plus ou moins 2, mais une fois qu'on est rendu à 10, parce qu'il y a des milieux qui disent on travaille sur des compétences, pour ne pas, je vais le nommer, mais à mon avis, dans les collèges, ce qu'on a fait, on s'est mis à l'ordinateur, puis on a mis remplacer objectif par compétence, puis on le trouve dans certains cégeps ou dans certains collèges. Un cours pour une compétence, pour moi, on ne navigue pas dans cette logique de compétence quand on fait ça. Alors, je dirais donc, pour un programme, il y a quelques compétences. Il n'y en a pas énormément. Je reviens à la réponse que j'ai apportée à votre première question. Ces compétences-là, c'est un lieu d'intégration de tous les apprentissages et de toutes les connaissances qu'on développe. Alors déjà là, ça pose une grande question aux profs, c'est est-ce qu'on peut encore vivre dans une chaîne de montage? Ou est-ce qu'on n'est pas dans une autre logique que la chaîne de montage? Ou une logique de blocs Lego où on pose des pièces, puis un jour, ça fera bien quelque chose de génial. Alors, je dirais que après avoir dit ça, compétences, savoir-agir complexe, petit nombre de compétences, la question, quelles sont les compétences que nous voulons développer? La grande question des profs est la suivante, c'est comment on va étaler le développement des compétences sur un programme de 4 ans. Parce que dans le fond, si, supposons théoriquement, dans un programme de formation en fiscalité, on avait 6 compétences, on ne peut pas dire, bon, un cours, ça va aller dans celle-là, un cours dans celle-là, comme ça. C'est une logique qui ne tient plus la route. Alors, on est obligé de dire, à chaque année, sur quelles compétences intervient-on? Jusqu'à quel degré? D'ailleurs, on va parler d'indicateurs de développement et ça donne chaud aux profs. Je pense aux gens du service de soutien à l'enseignement aussi. Puis la deuxième année, comment on va prolonger le développement qu'on a fait pour des compétences. Ce n'est pas une addition de connaissances, là. C'est comment on va prolonger ça. Puis en troisième année aussi. Puis après, en quatrième année, comment on va arriver au seuil de maîtrise attendu au terme de la formation. Donc, dans une structure comme celle-là, ça devient impossible de parler de la quantité de connaissances que j'ai développées dans un cours ou dans une activité d'apprentissage, mais la question est toujours quelles sont les ressources que j'ai apprises ou les connaissances que j'ai apprises, construites, au service des compétences qui, elles, doivent évoluer dans un étalement. Là, je parle d'un programme de formation initiale 4 ans, sur une période de 4 ans. Alors, c'est vraiment une continuité incroyable. C'est une continuité logique où on sait qu'on n'est pas dans un bloc Lego parce qu'on travaille toujours sur le même produit. Il n'y a personne qui est en train de mettre une pièce sans que les autres contribuent à cette pièce-là, mais ça évolue d'indicateur de développement en indicateur de développement. Et c'est pour ça, souvent, dans l'histoire de religion, je reviendrai à ça, des profs disent
ces histoires de programmes par compétences, ça vise à abolir les cours. C'est vrai que dans une logique programme axé sur le développement de compétences, la structure des cours telle qu'on la connaît et qui correspond à la logique d'une chaîne de montage ne tient pas vraiment la route. Et il faut donc remettre en question cette logique-là et dire qu'est-ce qui serait le plus convenable pour nous. Et donc, ça me permettrait de dire des compétences, un petit nombre de compétences définies à rebours, comme ça, et où on prévoit l'étalement. C'est ça qui nous permet, comme prof, mais là, maintenant, je vais arrêter de parler de prof, je vais parler d'équipe, de formateurs. C'est ça qui permet aux gens de dire, ah voilà, nous avons tracé un parcours idéal de formation ou un parcours idéal de professionnalisation. On sait, par exemple, je vais parler en année, on sait, par exemple, que ça va durer 4 ans. On a comme équipe déterminé des indicateurs de développement pour chaque compétence à la fin de chacune des années. Et comme équipe de formateurs, parcours de formation, à la fin d'une première année, on se pose la question, parce qu'on n'est pas au terme de la formation, on est en cours de formation, est-ce que les étudiants, les étudiantes avec lesquels on travaille sont rendus à ce qu'on avait déterminé comme indicateur de développement? Et pas dans une logique additive comme la quantité de connaissances qu'on a développées, mais les ressources qui sont mobilisées au service de la compétence. Alors, j'espère juste avoir fait le sortir, parce que ça, c'est ma préoccupation, l'importance d'adopter une autre logique. C'est pas une logique disciplinaire, c'est pas une logique de cours, c'est une logique de continuité. Dans cette logique-là que vous mentionnez, qui serait différente, ça implique nécessairement des choix au niveau des stratégies pédagogiques et une organisation du travail des professeurs qui est nécessairement différente. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'il y a des stratégies pédagogiques qui sont particulièrement favorables, disons, à une logique de développement de compétences? Oui. Oui, je dis oui comme ça, mais je vais nuancer ça parce que je crois qu'une fois qu'on a adopté un programme axé sur le développement de compétences, je crois qu'on s'est complexifié la vie, heureusement d'ailleurs, parce que si la vie est trop simple, c'est ennuyant. On s'est complexifié la vie et on a vraiment accepté de revoir complètement l'organisation de son travail. Mais avant de répondre directement à cette question-là, je dirais, dans un programme de développement par compétences, mais ça va vers l'organisation du travail des profs, dans un programme de développement par compétences, étant donné l'étalement de la compétence sur X années, ou même si c'est un programme court, court COURT, ou pas très long, il faudrait faire ça aussi. Il y a 2 choses dont on est très préoccupé. Alors, on est très préoccupé, ma réponse à la question précédente, j'imagine, permet de voir ça. On est préoccupé par la continuité verticale. Donc, à quoi chaque groupe de profs, chaque équipe de profs contribue dans cette évolution que j'appelle verticale, mais c'est juste pour dire que ça se développe sur 4 ans. Et chacun doit savoir tout ce qui va se passer sur les 4 ans et savoir aussi en quoi il contribue. Mais il y a une autre question puis qui devient importante, c'est ce qu'on appelle la complémentarité horizontale. Alors, par exemple, sur une session donnée, il n'y a pas seulement une activité, mais il y en a plusieurs qui se déroulent en parallèle. C'est en quoi ces activités qui se déroulent en parallèle sont complémentaires. Et non pas complémentaires parce qu'on a fait un petit bout de psychologie en éducation, un petit bout de sociologie, un petit bout de philosophie, mais en quoi tout ce qu'on fait là contribue à des compétences particulières. Alors, ça augmente la température du corps en général. Et puis, je dirais qu'il y a derrière cette histoire de compétences également l'idée qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Moi, je dirais qu'il n'y en a aucun, mais bon, la nuance étant permise. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui va pouvoir vivre en dehors d'un contexte qui soit transdisciplinaire. Voilà ce qui nous conduit à dire la meilleure organisation du travail, c'est une équipe de profs qui, en collégialité, va gérer les apprentissages sur l'ensemble d'une session. Parce que, bon, nous, on travaille en session, ici.
Parce que si on est transdisciplinaire, moi je vais prendre l'exemple de l'éducation, moi j'ai une formation en psychologie, je veux dire, pourquoi est-ce que je pourrais donner un cours, moi seul dans mon coin, en pensant que j'ai une complémentarité horizontale avec quelqu'un? Puis si on part de situations, si on axe tout sur les compétences, savoir agir complexe qui mobilise des ressources variées et cela d'une manière judicieuse et réfléchie, on a beaucoup de difficultés à imaginer comment que ça peut se faire autrement que par un groupe de personnes, probablement de disciplines différentes, qui agissent en collégialité. Et même, je rêve que vous me posiez une question sur l'évaluation. Quand on est rendu à l'évaluation, alors, un scoop, quand on est rendu à l'évaluation, aussi, comme on n'est pas dans une logique, additionner des connaissances psychologiques, mais savoir comment des étudiants vont utiliser les connaissances psychologiques et sociologiques et philosophiques pour une compétence donnée, on ne voit pas comment un prof peut s'installer seul dans son bureau et évaluer des compétences. Donc, je dirais, la grande question que ça pose, c'est l'organisation du travail des profs, mais j'irais plus loin. Je dirais c'est la culture professionnelle des profs. Et c'est une culture, celle qui est très cohérente, en tout cas, avec le développement des compétences. C'est une culture qui est caractérisée par l'interdépendance professionnelle. Ce que moi, je fais contribue en partie à une compétence, mais je ne peux pas seul contribuer à ça. Puis j'arrive d'autant mieux que je fais quelque chose de collégial. Et puis, il y a aussi, derrière cette idée de compétence, j'aurais pu dire ça dans la première question, ou par rapport à la première question, mais je sais que les profs n'aiment pas tellement ça en général. L'idée, on passe d'un paradigme de l'enseignement à un paradigme de l'apprentissage, où on passe de l'enseignement à être centré sur l'enseignement à quelque chose qui est à être centré sur l'apprentissage. C'est vrai que les compétences, celles que moi j'ai définies ici, ça permet de se brancher vite et de façon régulière, continue probablement, sur l'apprentissage. Je dirais qu'au terme d'une session, la question qu'on devrait poser à des profs, organisation du travail, collégialité, qu'on devrait poser à des profs, c'est ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir ce que vous avez enseigné, mais vous avez l'obligation de me rendre compte des apprentissages faits par les étudiants. On avait prévu que cette session-ci, on travaillerait sur 2 des 8 compétences. On avait prévu des indicateurs de développement à la fin de la session. Est-ce que les étudiants ont atteint ce degré attendu en termes d'apprentissage? Que vous ayez fait des choses différentes, apprentissage par problème, par projet, laboratoire, je ne sais pas. C'est pas tellement grave pour moi, mais c'est ça que je veux savoir. Et c'est là-dessus que l'équipe de la session suivante va s'appuyer pour poursuivre les apprentissages, parcours de formation, parcours de professionnalisation. Alors, forcément, pour les profs qui sont habitués en général, enfin moi, c'est ce qu'on me met dans les pieds. Hein, PED 842, c'est décrit dans 5 lignes, en 5 lignes dans un annuaire, puis je peux vivre avec ça, puis faire 45 heures de cours. Disons, dans une logique, programme axé sur le développement de compétences, ça ne tient plus la route. Ou on ne verrait même pas comment ça contribue au développement de compétences. Alors, je dirais, oui, ça change énormément, j'oserais même dire terriblement, la vie des profs et leur structure de travail. Mais j'ai mentionné tantôt, je dirais jusqu'à la culture. J'oserais même dire ici que, à mon avis, le mur que rencontre actuellement la réforme de l'école québécoise, primaire, secondaire, c'est ce mur-là. Le mur d'un changement de culture professionnelle. Mais voilà. Est-ce que ça a une implication aussi sur les étudiants, ce changement profond qu'amène finalement le développement de compétences? Également. Les étudiants sont... enfin, les étudiants très performants, les étudiants très performants tels que l'école le reconnaît. Là. J'allais dire, j'associe pas ça à l'intelligence, mais je ne dirais pas ça ici. Mais je l'ai dit. Ces étudiants-là ont compris quelque chose de très important à l'école. Et ils ont compris que
c'est un prof ou c'est un enseignant ou une enseignante qui marque l'importance, mais pas moi, c'est lui ou elle. Alors, dans un enseignement plus magistral, on arrive à peu près tous à décoder à travers ce que raconte le prof, ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, ce qui est important ou non, puis à dire je vais brancher mon apprentissage là-dessus. Et on est vraiment dans un système qui met l'accent sur mémoriser quelque chose. Je dirais, si on prenait d'autres mots que ça, on pourrait dire on est dans un système qui invite les étudiants, les élèves au primaire, secondaire, les étudiants au cégep ou à l'université, à faire un apprentissage en surface. Et il y a de longues études qui ont été faites là-dessus. Une approche par compétence, c'est autre chose. Ça veut dire, ce que je vous invite à faire, c'est un apprentissage en profondeur. Et en plus, règle générale, cet apprentissage-là, c'est pas moi qui va le canaliser ou c'est pas moi qui va le baliser ou paramétrer, c'est peut-être pas un bon mot, mais en tout cas, qui va mettre les paramètres, mais c'est vous, comme étudiant ou comme étudiante, avec beaucoup d'autorégulation, qui allez déterminer si vous avez fait le tour de la question, est-ce que vous avez fait le tour de la manière qui est la plus importante, la plus significative, étant donné les problèmes qu'on a à résoudre devant soi ou les projets qu'on pense réaliser. Parce qu'on est toujours dans une logique, pas apprendre des connaissances, mais construire des connaissances qui sont des ressources utiles au déploiement ou à l'actualisation d'une compétence qui est un savoir-agir complexe. Alors, l'étudiant se trouve toujours en action avec une guidance ou un guidage, mais qui est plus flou que dans un cours magistral ou dans un cours où quelqu'un détient la connaissance puis la présente à d'autres. Et en plus, on lui demande, il faut t'engager fortement là-dedans, il faut prendre des risques, alors qu'avant, on ne prenait pas beaucoup de risques. On essayait de vivre avec le plus haut degré de certitude possible et de rendre compte des apprentissages qu'il a publiquement devant tout le monde ou des sous-groupes de l'apprentissage qu'il a développé. Alors, je dirais, là aussi, c'est une autre culture. Et personnellement, si on me disait on va mettre en place un programme axé sur le développement de compétences, on a bien préparé les profs, on a fait appel au SSE, Service de soutien à l'enseignement, pour leur permettre de bien gérer ce travail-là. Et je m'apercevais qu'on ne s'est pas occupé des étudiants, je trouverais ça périlleux. Parce qu'ils ont vraiment à apprendre une nouvelle manière de se comporter en apprentissage et ça leur demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Il y a des recherches plus sociologiques qu'autre chose qui disent les élèves performants à l'école ou les élèves qu'on déclare comme étant performants sont des élèves qui ont compris quelque chose de très important. Ils ont compris que c'est un endroit où il ne faut jamais prendre de risques. Il faut juste comme bien évaluer qu'est-ce que cette personne-là veut savoir, qui est dans l'enseignement. Il ne faut pas montrer au prof qu'on est con ou qu'on ne sait pas quelque chose. Et puis, donc, il faut toujours avoir, moi j'appelle ça la vie un peu sur le frein. Et donc, je vis avec l'idée qu'il y a des étudiants ou des étudiantes, une grande partie de ceux qu'on reçoit ici, qui ont appris ça. Alors maintenant, on leur dit, c'est comme si on leur disait, OK, ici, on ne vit plus sur le frein, on vit sur l'accélérateur. Système TGV, on se lance dans toutes sortes de projets. Vous allez construire des connaissances, vous n'allez pas mémoriser, vous allez faire de l'apprentissage en profondeur. Vous allez oser prendre le maximum de risques, parce que si vous ne prenez pas de risques, si vous ne commettez pas d'erreurs, moi, comme prof, comment voulez-vous que je construise des connaissances avec vous? Comment voulez-vous que je sois un médiateur? Je ne m'aperçois même pas de ce que vous ne savez pas. Là. Parce que vous ne me dites pas ce que vous ne savez pas, vous me dites seulement ce que vous savez et que vous maîtrisez à 100%. Alors donc, demander à quelqu'un de passer d'une culture où il a appris à répéter ce qu'on dit, se situer par rapport aux paramètres d'une autre personne, apprendre en surface, éviter les erreurs qui peuvent dévoiler que je ne suis pas aussi bon que je voudrais que le prof me reconnaisse. C'est heavy metal, à mon avis. Là. C'est aller dans une culture extrêmement exigeante. Les programmes qui sont orientés vers ça,
Mais je fais référence à ce programme-là, à ces programmes-là, génie informatique, génie électrique, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec ces gens il n'y a pas longtemps. Mais je trouvais intéressant la manière dont eux, en termes de feedback qu'ils se donnaient, concluaient que leurs étudiants développent beaucoup de coopération, d'interdépendance dans des projets complexes. Puis aussi comment ils allaient vers des apprentissages en profondeur, ce qui pour moi est très significatif sur le fait qu'il y a une nouvelle culture qui s'est développée et c'est cette culture-là qui permet de vivre dans ces programmes par compétence. Sinon, je pense que comme étudiant, on n'y arriverait pas. C'est pas plus simple pour les étudiants que les profs, finalement. Non, c'est ça. C'est difficile. En fait, c'est difficile. Ça demande, j'imagine, des changements puis de l'innovation de leur part. Est-ce que il y a des stratégies pédagogiques particulières qui favorisent le développement de compétences? Je le mentionnais tout à l'heure. Peut-être que ce choix de stratégie pédagogique est quand même important dans un programme. Oui. D'ailleurs, j'ai utilisé de temps en temps le mot unité d'apprentissage, pas très souvent, là, mais cette fois-ci, dans cette question-là, je vais l'utiliser. J'observe que les lieux postsecondaires qui ont axé leur programme vers le développement de compétences, très rapidement se sont mis à parler d'unité d'apprentissage au lieu d'un cours ou au lieu d'une activité d'enseignement. Et moi, je trouve que ça fait sens. Maintenant, c'est là peut-être que les gens pensent que c'est une religion parce que il y a des gens qui ont l'impression que si il y a une innovation ou un programme axé sur le développement de compétences, il faut se brancher du genre apprentissage par problème, mur à mur. Apprentissage par projet, mur à mur. Études de cas, mur à mur. Il y a des gens qui comprennent aussi cette idée que c'est un péché mortel, on serait vraiment dans la religion, c'est un péché mortel d'ouvrir la bouche puis faire de l'enseignement magistral. Alors, l'apprentissage, pas l'apprentissage, le programme axé sur le développement de compétences n'a jamais dit des choses comme ça. C'est une opérationnalisation de comment on pense assister le parcours de formation, de professionnalisation de l'étudiant. Puis bon, moi, je me poserais la question, peut-être que je dévie un peu, mais je me pose une question, puis je vais revenir à la vôtre. Je me poserais la question, quel genre de professionnel veut-on développer? Alors, si par exemple, on me raconte le professionnel qu'on veut développer, c'est quelqu'un qui va très régulièrement être dans un contexte de problèmes à résoudre. Et là, je m'excuse pour mes préjugés et les soustractions que je vais faire, mais par exemple, dans le domaine de la médecine, il y a une grande part de, je dis ça entre guillemets, de remettre sur les rails ou de réparer quelque chose qui est dysfonctionnel. Alors, on ne demande pas régulièrement à des médecins de faire des projets. Ils ont un projet par rapport au client, mais bon. Sauf peut-être si c'est en chirurgie plastique, peut-être qu'il vaut mieux avoir un projet que de se lancer dans un problème. Mais quand on s'adresse à des gens en génie, ces gens-là racontent sans arrêt qu'ils conçoivent des projets. Donc, je dirais, l'apprentissage par problème peut leur convenir dans une certaine mesure, mais étant donné les finalités de la formation, on est plus dans une logique d'apprentissage par projet. Quand on est en droit, ces gens-là résolvent des problèmes ou des projets où ils ne sont pas toujours dans un contexte, il y a des cas très particuliers qu'on doit solutionner, il faut bien comprendre. Et donc, peut-être qu'eux, l'étude de cas leur convient. Puis bon, j'arrête mes exemples-là. Alors, je dirais, la logique du programme, même si c'est axé sur le développement par compétence, c'est une logique qui se préoccupe aussi quel genre de professionnel ou quel type de professionnel. Alors, j'aurais ça en tête, mais là, j'ai perdu votre question. Ça va, je pense que ça avait répondu. Mais il y avait autre chose. Si vous me la répétez, il y avait autre chose que je voulais dire. C'était concernant le choix des stratégies pédagogiques. Voilà. Je dirais, dans cette université-ci, on a fait des choses très intéressantes. Je dirais même très intelligentes. C'est le lapsus que j'allais faire, là. Comme le système coopératif. À mon avis, c'est une structure géniale. Comme structure. Mais, moi, comme personne qui se penche sur des programmes, je trouve que aussi, on a fait des choses déplorables avec cette structure-là. Parce que, selon moi, le système coopératif est un système
en termes de conception, très intelligent, mais son intelligence devrait faire en sorte que quand les étudiants ou les étudiantes reviennent d'un stage, on reprend dans les cours ce qui s'est passé là, mais bon, ça ne me semble pas toujours le cas. Pour aller plus loin dans mes exemples, je dirais que je suis sûr de ça dans le domaine du nursing, parce que des gens avec lesquels j'ai travaillé là, mais je pense que c'est vrai dans le domaine de l'éducation aussi. Il y a des gens qui passent un certain temps à l'université, ils s'en vont ensuite en stage, et dans les stages, je vais parler de l'éducation. L'enseignante qui reçoit la stagiaire ou le stagiaire ne s'attend pas à ce qu'il soit dans un lieu d'apprentissage. Elle s'attend à ce que cette personne-là démontre ce qu'elle sait. Bien là, moi, je dirais, c'est très intelligent de mettre des stages, mais on est complètement à côté. Et donc, je suis content que vous ayez répété votre question, dans le sens que, pour moi, une unité d'apprentissage qui serait la plus significative, elle intégrerait des choses qui se passent en milieu universitaire, avec des choses qui se passent en milieu de stage, et ça fait un tout. Et donc, parce qu'on parle de compétences aussi, et donc, quand on ferait l'évaluation, on pourrait évaluer non seulement ce qui s'est fait à l'université, puis dire, bien, un jour, on va associer avec ça ce qui s'est fait en stage, ou le mettre à côté, et on serait dans des blocs légaux, une chaîne de montage, mais plutôt, on va réunir les deux. Je sais que les conditions matérielles ou chronologiques ne sont pas toujours aidantes pour ça, mais ce serait, disons, la logique forte ou l'idéal vers lequel moi je tendrais. Bon, est-ce qu'une unité d'apprentissage, parce que j'ai dit que certaines personnes pensaient que c'était un péché mortel de faire de l'enseignement magistral, est-ce qu'une unité d'apprentissage peut contenir des choses de cette nature? Je dirais oui. En tout cas, il y a un principe important. Je ne voulais pas faire un abus de mots, mais dans ces situations d'apprentissage, on est très préoccupé par contextualiser l'apprentissage, ou ça veut dire ancrer l'apprentissage sur des choses qui sont très significatives pour le parcours de formation. Mais on sait bien aussi, parce qu'on veut que les ressources mobilisées au service des compétences soient mobilisées d'une façon judicieuse et réfléchie, qu'il faut des temps où on arrête le TGV, on sort de leur contexte les connaissances, les ressources qu'on a apprises, on les caractérise si nécessaire, on les systématise. Ce que des gens appellent des lieux, des moments de décontextualisation, on sort du contexte. Et je dirais qu'il y a 1000 manières de faire ça. Et il n'y a pas une manière qui soit plus péché, guillemets, que l'autre. Mais c'est juste la logique, dans le fond. Mais j'aurais toujours en tête, si on ne crée pas des lieux pour réfléchir sur l'usage des ressources et évaluer leur caractère judicieux dans la mobilisation, moi, je ne voudrais pas travailler dans ce genre de programme. Je ne voudrais pas mettre mon nom autour de ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'évaluation des apprentissages. On rapporte souvent qu'il y a des difficultés liées à l'évaluation des apprentissages dans une approche de développement par compétences, de développement de compétences plutôt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés? Oui, je pense que... Je suis sûr que c'est là où le bas blesse. C'est d'autant plus dramatique que beaucoup de recherches ont démontré que, dans le fond, ce qui influence le plus les étudiants et les étudiantes en apprentissage, ce sont les pratiques évaluatives. Alors, on a beau mettre en place des scénarios ou des unités qui sont génialement construites et qui incitent les gens à faire des apprentissages en profondeur, si au bout de ça, la manière dont on évalue, c'est pas tellement axé sur les compétences et c'est plus axé sur quelque chose qui est de l'ordre de la surface. Le message qu'on dit aux étudiants, c'est, vous savez, nous sommes des gens bien intentionnés, on est capable de développer des choses vraiment incroyables, mais en termes d'évaluation, non. Alors, programme par compétence, par objectif, ou toutes sortes de machins auxquels on peut penser, le message qui est livré aux étudiants, c'est ce que les profs évaluent, c'est ce qu'ils considèrent comme étant fondamental, parce que c'est là-dessus qu'ils portent un jugement public à mon égard. Donc, c'est pour ça que c'est là où le bas blesse.
C'est compliqué parce que dans un programme, je vais revenir à cet exemple-là, dans un programme de formation qui dure 4 ans, on a retenu, disons, 8 compétences. On les a étalées sur... on a défini à chaque année ce qu'on allait faire. À la fin de chacune des années, on a mis des indicateurs de développement, même à la fin de chacune des sessions. Et ce qu'on devrait faire dans l'évaluation, c'est d'informer l'étudiante en question ou l'étudiant de son évolution sur son parcours de formation ou de professionnalisation. Mais toujours en termes de compétences. Alors, si par exemple, on était dans le domaine de l'éducation, formation de maître, puis on disait il y a une compétence, c'est gérer d'une manière significative les situations d'apprentissage. Alors, puis on avait dit à la fin de la première année, voici le type de gestion, la qualité de la gestion que l'étudiant en question va faire, ou l'étudiant, si le message qu'on lui envoie, c'est super, vous maîtrisez avec A+, les théories de la motivation scolaire, avec B-, toutes les histoires que Freud a racontées, avec A-, le système scolaire québécois, puis avec A, la didactique du français, on n'y a rien dit. On a juste dit, ben voilà, on a fait des fioles avec vos ressources. On s'est comporté comme un chimiste ou un pharmacien, on a fait des fioles. Puis on a dit, dans cette fiole ici, en termes alpha numérique, c'est super, c'est un peu moins. Mais la personne sait mais strictement rien sur l'évolution de sa compétence, de cette compétence-là. Alors, je dirais, il faut vraiment trouver comment dans la vie de tous les jours et comment à la fin d'étapes qu'on considère comme étant importantes, on peut rendre compte de l'évolution de chacune des compétences qui étaient ciblées à ce moment de la formation. Et puis, je réalise bien, mais c'est vrai pour moi aussi, je réalise bien que moi, on m'a entraîné, je me suis laissé entraîner. Moi, je travaille bien en fiole. Puis dire dans mon cours, voici, on a additionné, ce paquet de connaissances-là, ça vaut A+, ça vaut B-, ça vaut C, puis ici, quelqu'un, c'est fragile. Mais une fois que j'ai additionné ça, à mon avis, j'ai rien dit à l'étudiant, là. D'abord, moi-même, je n'ai rien dit par rapport à la compétence. J'ai isolé une ressource qui n'est même pas en interaction avec d'autres. Donc, ça, c'est très, très compliqué. Puis, il y a des gens qui sont mis à réfléchir. Je pense que ça, c'est une bonne avenue. Il y a des gens qui sont mis à réfléchir en disant les portfolios, ça va nous sauver la vie. Ou les journaux de bord, ça va nous sauver la vie. Puis là, les gens, comme ils étaient habitués de faire des distinctions entre l'évaluation formative, sommative, certificative, ils sont mis à dire ouais, le portfolio, ça a une saveur plus formative, finalement. Mais il faudrait bien un jour que je rende ça sommatif, puis comment je vais tricoter ça et détricoter ça. Alors, on est encore dans ces réflexions-là. Moi, je pense que tout document, portfolio ou autre chose, qui permet à une équipe de profs de rendre compte de l'évolution de compétences, je reviens au mot, d'un parcours, et qui permet de nommer quelque chose, de situer quelqu'un sur un parcours, c'est super. Ce qui me préoccupe le plus, puis dans une autre entrevue, je vous avais dit que j'avais quelques obsessions, je vais vous en dévoiler une autre. Les docimologues ou les gens qui s'occupent de mesures et évaluations ont raconté, écoutez, vous ne pouvez pas faire des choses tout croche et puis que vous soyez des gens qui vous comportez d'une manière éthique. Alors moi, j'ai bien compris le message. Et puis, ils ont raconté aussi, on ne peut pas, dans le fond, faire des évaluations qui donneraient lieu à une fidélité douteuse. Alors, fidélité, est-ce que, par exemple, vous et moi accordons la même valeur à un produit? Alors, on sait bien que si on met une équipe de profs ensemble, puis on leur donne des évaluations sommatives, genre vrai ou faux, questions fermées, choix multiples, le degré de fidélité, c'est extrêmement élevé. Mais on a réalisé, notamment au primaire et au secondaire, que quand on met un portfolio dans les mains des gens, puis on leur dit évaluer ça, puis on calcule la fidélité intercorrecteur, c'est hallucinant, là, parce qu'il y a des écarts incroyables. Alors, ce que les programmes par compétences demandent aux profs, c'est de dire, OK,
vous voulez évaluer par compétences, il faut que vous trouviez un moyen pour que les étudiants, les étudiantes collectionnent quelque chose qui rend compte de leur évolution. Mais vous allez vous trouver des indicateurs de développement, j'ai utilisé ce mot-là souvent, vous allez vous trouver des indicateurs de développement dans des lieux, mettons, il y a une ligne de temps pour la formation sur des temps précis, mais vous allez faire plus que ça. Parce que si vous avez juste des indicateurs de développement, vous ne vous entendrez pas en termes entre vous sur la valeur de. Vous allez développer pour des indicateurs de développement ce que les Américains appellent, ce qu'on appelle aux États-Unis des rubriques. Et moi, je travaille présentement avec une personne qui est chargée de cours au préscolaire primaire. Mais je vois l'énergie qu'elle a mis à développer des rubriques. Et puis bon, c'est dans un cadre de formation. Alors moi, j'avais dit, écoutez, madame, pas trois catégories de rubriques, mais 4. Alors, je vois le travail monstre qu'elle a fait là-dessus. Puis pour réaliser une autre fois que c'est peut-être quand ça fait 3 fois qu'on a fait le même cours, puis qu'on a des produits d'étudiants et d'étudiantes, qu'on arrive à bien définir des rubriques. Alors, ça exigerait d'aller jusque-là, et ça, je pense que on n'a pas ça encore dans les mains. C'est à construire. Mais personnellement, je ne désespère pas. Je suis rempli d'espoir là-dessus. Puis, je me dis, on aura gagné la partie quand on a été capable de faire ça. Je crois par ailleurs que les étudiants peuvent nous aider énormément. Et peut-être que là, il faudrait les rendre complices un peu de nos questions et de comment on peut développer ça. Vous avez évoqué plusieurs principes, en fait, qui sont liés au développement de compétences. Et dans le contexte contraignant de la vie universitaire qu'on connaît, arrivez-vous à appliquer dans vos cours et avec vos étudiants ces principes-là liés à la formation par compétences? Et qu'est-ce que vous faites? J'aimerais pouvoir vous répondre oui, puis dire on a terminé la réponse, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, j'ai la chance maintenant de travailler dans un programme dans un programme court, c'est COURT, pas COURS, donc avec une équipe de profs où on n'est pas 50, on est dans le fond 4 personnes qui... voilà. Moi, il y a une chose que j'accepterai plus dans ma vie de prof maintenant, mais vraiment plus jamais, c'est de travailler avec des gens qui ne savent pas vraiment, mais très clairement, ce qui se passe, peu importe le moment de la formation. Alors, dans cette équipe, on a même, dans un premier temps, on s'est obligé, les profs, parfois on était 3, à assumer les mêmes responsabilités ensemble. Mais de sorte que ça nous permettait de connaître qu'est-ce qui était privilégié, un peu le mode de chacun aussi. Puis ça nous a aidé énormément. Mais il faut dire que nous sommes ces 3-là, nous sommes une équipe qui travaillons depuis longtemps ensemble. Alors voilà. La limite du programme dans lequel je travaille actuellement, c'est ce programme-là n'est pas défini par compétences. Mais en parlant avec les gens, moi, j'ai dit aux gens, écoutez, c'est pas défini par compétences, mais il y en a 2, où il y en a au maximum 3, puis elles sont toujours là. On les a toujours autour de nous. Mais diable, il n'y en a pas un de nous qui s'est assis, ou pas un qui s'est donné comme contrainte de le développer comme ça. Alors, j'ai dit à mes collègues que j'allais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est une promesse non tenue dans le temps, là, mais qui va venir un jour. Alors, le problème dans lequel moi je me retrouve, c'est je fais un programme de formation continue. Je suis sûr qu'on intervient sur le développement de compétences, mais le canevas du programme n'est pas défini par compétences. Et donc, je me suis dit, je vais toujours évaluer les étudiants dans une logique de compétences. Alors là, j'ai des problèmes par rapport aux politiques d'évaluation de la faculté d'éducation, parce qu'on me demande d'évaluer beaucoup plus souvent que je pourrais le faire, logiquement. Là, je demande des petites permissions spéciales. Mais ce qui est génial dans ce programme-là, c'est que ce qui est au centre, ce qui est comme finalité, c'est un projet. Tout le monde doit développer un projet, et ça me sauve la vie. Parce que je peux toujours ancrer tous les apprentissages, le développement de l'ensemble des ressources sur le projet. Et aussi, j'ai comme idée que, parce que vous me demandez un peu comment,
Avant d'aller vers le comment, je dirais, j'ai des écarts de comportement dans l'évaluation parce que je pense avoir clairement en tête des indicateurs de développement. Je suis sûr de ça. Mais je n'ai pas clairement en tête mes rubriques, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et ça, c'est assez fragile en termes éthiques parce que je pourrais, je ne sais pas, me laisser impressionner par cette personne-là a des liens de cohérence qui sont super dans ses textes puis dans les relations qu'elle établit. Puis cette surface-là me permet peut-être d'ignorer un peu quelques lacunes qui sont plus en profondeur. Mais bon, alors ça, c'est un travail que j'aurais à faire. Mais je dirais, comme je vise l'apprentissage en profondeur, dans le fond, je fais les deux. Je lutte contre l'apprentissage en surface. Moi, j'oblige les étudiants et les étudiantes à faire quelque chose avant chacune des rencontres. Mais vraiment, ils ont des lectures à faire, ils ont des schémas à produire, parce que je crois beaucoup à la valeur des schémas qui organisent des connaissances. Puis ma préoccupation, c'est de leur dire, ça ne m'intéresse pas que vous fassiez des schémas sur ce que vous saviez déjà, parce que si vous le savez déjà, j'ai pas besoin d'être là. Alors, ça m'intéresse que vous fassiez des schémas sur ce que vous avez appris de nouveau, donc ce que vous ne saviez pas, puis qu'on va valider ensemble. Alors, travailler beaucoup sur créer des situations d'apprentissage où les gens n'arrivent pas là comme en disant le prof va avoir des objectifs et va raconter quelque chose qui risque d'être intéressant ou moins intéressant. Mais dire, vous arrivez avec des connaissances que vous avez développées, des questions, des doutes. J'essaie de trouver aussi des lectures, des textes qui dépassent vraiment ce que les gens peuvent faire parce que je vise à les mettre en conflit ou en déséquilibre. Déséquilibre tolérable. Et donc, qu'ils arrivent avec ça, puis il y a une période dans l'unité d'apprentissage ou dans la situation d'apprentissage qui est qu'est-ce que vous avez développé comme nouvelle connaissance, où sont vos questions, où sont vos doutes, puis ensuite ancrer ça dans le projet. Et une fois qu'ils ont ancré ça dans le projet, revenir pour faire quelque chose que j'appelais tout à l'heure décontextualiser ou parler de ces connaissances-là elles-mêmes. Voilà. Je dirais le fait qu'il y ait un projet qui est la finalité de tout me sauve la vie. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait très complexe. Le fait aussi que les collègues avec lesquels je travaille sont des collègues qui savent très bien ce que moi je fais, pourquoi je fais ça, et moi, je sais la même chose d'eux. Puis bon, on a des rencontres de temps en temps pour parler de l'évolution des étudiants et des étudiantes, surtout de leurs apprentissages, là où on trouve que c'est un petit peu lacunaire et comment on pourrait apporter des correctifs là-dessus. Mais c'est pas le monde idéal. Dans le monde idéal, c'est parce que ce programme-là est scénarisé aussi en cours fermé. Puis il faut comme un peu piéger ça. Oui, je dirais ça. Un peu piéger ça pour arriver à créer un fil qui est de l'ordre d'un parcours de formation. Voilà. Mais on peut vivre de cette manière-là. Je dirais que ce qui est le plus dur pour les gens qui travaillent dans des programmes de formation initiale ou des choses semblables, c'est des gens qui veulent travailler sur le développement de compétences et qui se retrouvent souvent seuls ou avec très peu de gens. Puis pour les étudiants, c'est comme un accident, cette orientation-là, où ça a l'air de quelque chose de bizarre probablement. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve que la chance que j'ai, ça fait longtemps d'ailleurs, même quand j'étais en bac en enseignement professionnel, de travailler avec des gens où on connaît l'ensemble et on peut très facilement comprendre cette logique-là et pourquoi il y a des problèmes ici ou là. Alors, merci Jacques Tardif pour cette entrevue avec le service de soutien à l'enseignement. Ça m'a fait plaisir.